L'immortel. Écrit et conté par Raphaël. Teddy Connors aimait bien se rendre à l'église St. John's. Même si ça faisait une trotte depuis chez lui, c'était toujours un moment d'apaisement, après le bruit et la fureur du chantier. En général, il y allait avant de rentrer à la maison, si gosse, ça fatigue. Sa femme bien-aimée, Eliza Connors, le savait tout aussi bien que lui, si ce n'est plus, car elle était mère au foyer. Autrefois, elle exerça dans un restaurant chinois sur la 5e avenue, au nord-est de la ville. Mais depuis, la crise avait sévi, et elle n'avait plus rien trouvé. Même pas un mi-temps. Tout au plus faisait-elle le ménage chez les Green, à une heure de chez elle, quand les enfants étaient à l'école, et que sa sœur pouvait garder le petit Darren. Ces temps-ci, Teddy sentait bien qu'il était sur le point de craquer, de fondre en larmes à même l'un des bancs en bois de l'église, peut-être même pendant l'office du père Hernandez. Pourtant, il retint ses larmes. C'était sa façon à lui de faire valoir son orgueil, sa seule richesse, lui qui avait tout juste de quoi nourrir sa famille. Ce jour-là, il n'écoutait pas les paroles du père, d'ordinaire réconfortantes. Une petite voix en lui le sermonnait. « Le Seigneur ne peut rien pour toi. Combien d'années tu vas encore tenir, hein, à t'esquinter la santé pour 3 sous et quelques cigarettes? Et puis tes enfants, t'as pensé à leur scolarité, à l'université? Soit tu trouves très vite de l'argent, et pas qu'un peu. Soit tu les promets à un avenir déplorable. » Et tout en pensant cela, il voyait en lui son quartier, une série d'immeubles bas et insalubres, dont la plupart des cages d'escalier étaient maculées de graffitis occupés par 1 ou 2 junkies. Au centre du ghetto, il y avait une pelouse. L'herbe y avait jauni. Parfois, les gosses y jouaient au foot après qu'on ait retiré les capotes et les seringues qui traînaient. Il y avait aussi des sofas et pas mal d'électroménagers. Ça faisait tellement longtemps qu'il vivait dans le quartier qu'il y pensait plus. Mais là, sous les voûtes fraîches et obscures, il se disait que c'était pas normal de vivre comme ça, que ça devrait être illégal. Les quelques habitués de l'église se levèrent en scandant Amen. Teddy sortit de ses rêveries et se leva. Il s'était dépoussiéré avant d'entrer, mais ses chaussures en faux cuir et son pantalon étaient toujours recouverts d'une couche cendrée. Il y a de ça 2 jours, il avait décroché le miroir de la salle de bain, et il avait expliqué à sa femme qu'il ne préférait pas se voir dans le reflet. Ça lui rappelait combien sa vie avait un goût de chiotte. Ce sur quoi sa femme avait répondu: « Tu vis pas tout seul, Teddy. J'ai encore un peu envie de me maquiller de temps en temps, donc tu laisses le miroir. » Il lui avait adressé un sourire. Le sourire avait envoyé un éphémère rayon de lumière sur ses joues creusées par la malnutrition et ses cernes noirs et profonds. Puis il l'avait embrassée au creux du cou. Elle avait posé sa main dans ses cheveux, tous deux s'étaient enlacés furtivement. Puis le petit dernier avait poussé ses cris, à cause de ses dents. Et peut-être un peu à cause de la faim. « Comment vas-tu, Teddy ?» dit Hernandez, eut une main sur son épaule. « Oh, pardon, père. J'ai la tête ailleurs. Tu n'as pas à t'excuser, mon fils. C'est le chantier qui t'épuise. Pourquoi n'irais-tu pas avec les autres te requinquer un peu dehors? C'est l'église qui régale. » 2 émotions contraires vinrent le percuter en plein front. La gratitude, mais aussi la honte. Fallait pas cracher dans la soupe populaire. Ce bouillon serait peut-être la seule chance de dîner ce soir. Je vous remercie, mon père. Mais je vais rentrer près de ma femme. Je ne peux pas la laisser seule trop longtemps, à cause des enfants. Avec la noblesse qui le caractérisait, Hernandez leva son doigt en l'air et dit d'un sourire bienveillant: « Ce sera donc à emporter. Donne-moi 1 minute. » Avant qu'il ait pu protester, le père s'éloigna d'un pas agile dans l'allée centrale. On ne voyait pas ses pieds, cachés derrière son habit trop long. Teddy adressa un bref coup d'œil au Christ crucifié au mur, près de la chapelle, là où des cierges avaient été allumés. Les larmes de Jésus, ainsi que la cire qui dégoulinait le long des bougies, l'emplirent de mélancolie. Il secoua la tête et sortit rejoindre le père. Dehors, il faisait presque nuit. On entendit des sirènes au loin. Il y avait la queue le long de la longue table en bois. Le père Hernandez était en train de préparer un tupper de soupe. Il prit aussi une belle miche de pain et s'empressa de revenir vers Teddy. « Ne dis rien, mon fils. Prends ce souper et rejoins ta petite famille. Tu passeras le bonjour à Elisa pour moi. »« Merci, mon père. » Teddy rétracta un peu les lèvres, leva la miche de pain en guise de salut, descendit les dernières marches du parvis pour rejoindre la rue. L'éclairage n'était pas bon. Les lampadaires trop espacés les uns des autres. Certains grésillaient, d'autres étaient carrément éteints. D'un quartier à l'autre, l'éclairage public était bien inégal. On vit Teddy Connors disparaître dans les ténèbres,
pour réapparaître à la faveur d'une lueur, le dos courbé, et de l'autre côté de la rue, il y avait les pubs et les bars. « Oh, je me ferais bien une petite bière ou deux, pensait-il. Mais ce serait pas cool pour Elisa. Et puis, je suis trop fatigué. Mieux vaut rentrer à la maison. » Il passa devant une voiture noire. Dans la semi-pénombre, il ne se rendit pas tout de suite compte que les vitres étaient teintées. Il se mit à fredonner l'air d'une chanson pour chasser ses idées noires et se donner de la force. C'était du français, langue inconnue pour lui, mais qu'est-ce que c'était beau! Il avait entendu ça sur un 33 tours, exposé à même la rue. L'antiquaire, un jeune homme sinistre, lui avait alors proposé de l'acheter. Sans le sou, Teddy avait refusé. L'antiquaire avait insisté pour qu'il signe son registre, comme un emprunt. Teddy avait trouvé ça plutôt louche et avait refusé. Ce sur quoi l'antiquaire l'avait regardé s'éloigner, avant d'ajouter « C'est un nid de malamour », chanté par Edith Piaf. Teddy avait relevé un peu sa casquette avant de fredonner l'air qu'il avait trouvé si beau. La voiture noire aux vitres teintées fit marche arrière, lentement, de sorte qu'elle arriva à son niveau. Connors fit un pas de côté, par réflexe, le pain et la soupe serrés contre lui. Il regarda autour de lui. Il n'y avait pas grand monde, juste quelques types qui fumaient en terrasse de l'autre côté. La vitre s'ouvrit lentement et un homme apparut. « Monsieur Connors, John Klein, vous permettez que je fasse un bout de chemin avec vous ?»« Vous êtes qui? Et comment vous savez comment je m'appelle ?» L'homme sortit, réajusta un peu son complet tout neuf, puis claqua la porte. Il s'avança dans la lumière. Rasé de près, cheveux gominés et le torse bombé, il dégageait une grande confiance en lui et une pointe d'arrogance. Comme si pour ce jeune homme, la vie n'était qu'un jeu dont il dominerait les règles. Le contraste avec Teddy était saisissant, gênant même. « Internet, monsieur Connors. Tout ce que je sais de vous vient d'Internet. »« Je ne suis pas sur les réseaux. »« Oh, vous y étiez, monsieur Connors. Et vous faites quelques recherches de temps à autre, n'est-ce pas? Mais tout ceci n'a aucune importance. Mais que savez-vous de moi et qui êtes-vous d'abord? »« J'y viens, monsieur. Calmez-vous. Nous ne vous voulons aucun mal. C'est même tout l'inverse, monsieur Connors. Permettez que je m'explique en chemin. » Le dénommé Klein tendit la main pour l'inviter à marcher. Connors le jaugeait, les sourcils froncés. L'antiquaire lui avait paru fort suspect, mais là, c'était le pompon. Pourtant, il repensa au père Hernandez, qui lui avait conseillé de garder son calme en toutes circonstances, et laissa l'inconnu s'expliquer. Il avait aussi envie de savoir. Ils marchèrent le long du trottoir, Teddy avec ses vivres dans les bras, Klein les mains dans le dos, tandis que la voiture les suivait en marche arrière. « Je représente un laboratoire pharmaceutique. J'aurais dû commencer par ça et ne pas y aller par 4 chemins, monsieur Connors. Pour des raisons que vous comprendrez plus tard, je ne peux pas vous en dire plus. Toujours est-il que je sais que vous êtes dans le besoin et j'ai un deal à vous proposer. »« Un deal ?» dit Teddy en regardant la berline du coin de l'œil. « De quel genre ?» Un énorme cafard traversa le trottoir. John Klein fit un pas en avant pour l'écraser, mais l'insecte était déjà dans les hautes herbes du parc, par-delà la grille. Il resserra son nœud et aplanit sa cravate noire. « Eh bien, nous avons besoin de tester un sérum thérapeutique sur des êtres humains. Je vous rassure tout de suite, nos tests préalables menés sur des rats et des chimpanzés ont été concluants. »« Un sérum ? Contre quoi ? Et puis, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un ? Je veux dire, quelqu'un d'autre. » Teddy allait dire quelqu'un de normal, mais il se ravisa et ajouta « Oui, pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Ce sont des questions légitimes, monsieur Connors. Je ne peux pas encore vous dire en quoi consiste ce sérum. Pour la simple raison que notre collaboration, si elle aboutit, se fera dans le plus grand des secrets. Personne ne sera au courant, pas même votre femme. Elisa Connors, n'est-ce pas ?» Teddy s'arrêta net pour dévisager Klein sévèrement. Il savait le nom de sa femme. Oh, après tout, les registres de leur mariage mentionnaient bien leur union. L'info venait sûrement de là. En revanche, monsieur Connors, je peux vous dire que nous vous avons choisi pour votre groupe sanguin. Et aussi pour votre situation économique, je ne vais pas vous le cacher. Ah, je vois. Vous pensez que je vais accepter l'argent parce que j'ai le couteau sous la gorge, c'est ça? Oh, c'est surtout votre groupe sanguin qui nous intéresse, monsieur Connors. Et croyez-moi, si vous acceptez, vous ne serez pas pauvre très longtemps. Teddy avait soudain l'impression d'halluciner. Était-il en train de rêver les yeux ouverts, comme il avait l'habitude de le faire?
D'ordinaire, ses rêves avaient plutôt à voir avec la musique et la chanson. Il eût aimé chanter sur toutes les scènes du globe. C'était ça son rêve d'enfance. Était-ce alors un ange envoyé par Dieu, après tant de prières? Non plus. Les anges ne mettent pas de cravate noire. Tout le monde savait ça. De combien est-ce qu'on parle? Dit-il presque malgré lui. D'un salaire fixe, mensuel. 6 000 $, monsieur Connors. À vie. Teddy s'arrêta, sans toutefois regarder son interlocuteur. Et soyez sûr que j'ai la documentation pour vous prouver que tout ça est très sérieux. En cas de signature, monsieur Connors, vous aurez même une avance. Klein lui tendit un téléphone. Réfléchissez à mon offre et appelez-moi. Il n'y a pas de code de déverrouillage et un seul numéro dans le répertoire. Je serai votre seul interlocuteur pour l'instant. Teddy mit sa miche de pain sur le tupper de soupe et prit le mobile d'une main fébrile. À bientôt, monsieur Connors. J'ai vraiment hâte qu'on travaille ensemble. Teddy tenta de se ressaisir, de dire quelque chose, mais la journée avait été harassante. Il le vit remonter dans la voiture. La berline s'éloigna pour disparaître à l'angle de la rue. Teddy arriva chez lui étourdi. Par le labeur d'abord, la chaleur et l'humidité estivale, et enfin par l'offre de Klein. Ses manières, cette effrayante connaissance sur lui ou sa femme, même s'il n'avait rien à cacher, même s'il savait que les informations récoltées sur le net ou ailleurs se vendaient ou s'obtenaient assez aisément, c'était embarrassant. Mais que pouvait-il faire? Embaucher un avocat? Lui qui n'avait pas même de quoi payer un mets complet à ses filles et ses fils. Il ouvrit la porte au bois blanc et déposa le pain et la soupe sur une commode. Un copeau de peinture écaillée tomba au sol. Fallait changer la serrure, que 3 types avaient tenté de forcer 3 semaines plus tôt. Elisa s'était réfugiée avec le petit Darren, un couteau de cuisine mal aiguisé dans la main. Heureusement, les autres enfants étaient à l'école. « Je suis armé !» avait-elle crié d'une voix pas très convaincante. « Nous n'avons rien de valeur. Allez-vous-en !» Les types, probablement aussi pauvres et désemparés, n'avaient finalement pas insisté, mais la serrure avait souffert quelques dégâts. Teddy referma la porte. Ça sentait la friture. Sa femme apparut dans l'embrasure de la porte, le petit dans les bras, qui mordillait son pouce et son index potelé. Il avait encore des traces de larmes sur les joues. Teddy ne put réfréner un sourire en voyant sa femme, un tablier plein d'huile et de sauce tomate, les cheveux attachés à la va-vite avec un élastique distendu. Ils restèrent un instant à se regarder. « Même comme ça, » dit-il avec un petit sourire en coin. « Je t'aime encore. » Il lui fit un clin d'œil. Elle sourit en retour, tout en faisant non de la tête, histoire de dire « Quel pitre !» mais trop contente de le savoir encore blagueur. Puis il l'embrassa sur la bouche et la tempe. « Papa !» Les yeux écarquillés et amusés, Teddy regarda son fils. Darren lui prit le nez et le tordit sans ménagement. « Aïe! Hé! Une vraie brute, celui-là! Comme sa mère. Oui, viens par là, toi. » Elisa délaissa volontiers le petit et tira son bras endolori et alla faire réchauffer la poêle. Il ne restait plus grand-chose à manger. Quincy, Maria, Elena, John et Daphné commençaient à manger comme 4, ou plutôt comme 5. Ils regardaient tous la télé dans le salon. 3 d'entre eux dormaient déjà. Les 2 autres regardaient d'un air hébété un show de télé-réalité. Teddy n'aimait pas trop qu'il regarde la télé, mais il en allait de la tranquillité d'Elisa. Alors il n'avait pas son mot à dire. Il alla embrasser ses filles et ses fils sur le front, puis emmena Daphné dans son lit. Il fit de même avec les autres. Seul John rechigna un peu, mais il savait que son père pouvait se mettre en colère, encore qu'il ne l'avait jamais giflé. Tout au plus lui prenait-il le bras d'une main ferme et gonflé par les années de chantier. Elisa, elle, c'était autre chose. Les gifles pouvaient tomber, et pas doucement. Quand on est 8 dans 46 mètres carrés, ce sont des choses qui arrivent. Teddy Connors revint manger ses pâtes dans la cuisine, Darren sur les genoux. Le petit commença à s'endormir au creux de son épaule. Dans sa poche, le portable fourni par Klein. « Pouf !» dit sa femme tout en déposant le tablier sur une chaise. « Je vais prendre une douche et je vais me coucher. Tu le couches ?» Il acquiesça et regarda les hanches de sa femme s'éloigner. La lampe au bout de son fil envoyait une lumière jaunâtre sur un mobilier décrépit. L'odeur nauséabonde des canalisations émanait de l'évier. Fallait qu'Elisa ou lui réparent ça. On verrait ce week-end. Il s'adossa doucement contre le dossier pour ne pas réveiller Darren
et contempla le seul cadre de toute la maison, un portrait de John Coltrane, dégoulinant de sueur, en pleine lumière, sous les spots. Il expira longuement par le nez, en proie au regret. Lui qui avait vendu le sax de son père 3 mois plus tôt. Un Selmer alto couleur bronze. L'argent ne fait pas le bonheur, lui avait un jour dit le père Hernandez. Mais manquer d'argent vous en prive. Ça l'avait marqué. Surtout venant d'un homme d'église, même en Amérique, pays du dollar. Le contexte n'était pas le même à l'époque. Hernandez avait dit ça par empathie, pour entériner le fait que oui, la vie était dure pour les pauvres du quartier. La palissade, envoyée dans le ciel impassible. Mais là, la phrase résonnait avec force. 6 000 $ par mois, avait dit Klein. À vie? À vie? À vie, c'était suspect. Fallait en savoir davantage. Une occasion comme ça ne se présente qu'une fois. Il alla coucher Darren, fuma une clope les coudes appuyés sur la fenêtre de sa chambre, et resta un long moment à sonder la nuit, même après qu'Elisa se soit couchée. Elisa se leva la première, embrassa Teddy qui ronflait et ramassa son pantalon crasseux pour la lessive. Elle retira les affaires des poches, fronça les sourcils en voyant le téléphone noir et reposa l'appareil sur la table de chevet. 15 minutes plus tard, impossible de dormir. Daphné et John se disputaient déjà à propos du skate, vendu par le père Hernandez à la brocante annuelle pour un prix symbolique, histoire de racheter quelques cierges. Teddy eut une bouffée de stress en posant un pied au sol. Son pantalon. Il regarda à droite, à gauche, et vit le portable sur la table de chevet, qu'il s'empressa de ranger dans le tiroir, bien au fond, derrière quelques feuillets en désordre, des tentatives avortées de chansons. « Hello chérie », dit-elle, « et j'ai mis tes affaires à laver. T'as un nouveau portable ? » « Hein ? Non. Ah, je l'ai trouvé dans la rue. Je vais voir si je peux retrouver le type ou la femme qui l'a perdu. »« Tu t'habilles et t'emmènes les enfants au parc ? Je vais démarcher ce matin. Tu te rappelles ? » Oui. Vas-y, je gère. Super. Elle l'embrassa et partit faire la tournée des restaurants. Plutôt optimiste, comme à chaque fois, Teddy savait qu'il devrait se montrer réconfortant en fin de journée, quand elle aurait essuyé 30 refus et que le désarroi s'emparerait d'elle. Il s'habilla en vitesse pour préparer le petit déjeuner, les habiller et sortir. Le parc dont parlait Elisa, c'était la pelouse communautaire. Teddy s'assura que l'herbe était à peu près dépourvue d'objets tranchants ou franchement rebutants. Il avait déjà eu à écarter une capote usagée. Puis tous se mirent à jouer, sauf Darren, qui se levait à même la nappe à carreaux pour retomber aussitôt. Teddy restait près de lui, donnait un peu de la voix pour dire aux autres de pas trop s'éloigner, ou pour menacer John d'une punition qui ne tomberait jamais, puis il se résolut à appeler, comme ça, sur un coup de tête, harassé de ce quotidien trop longtemps subi. « Monsieur Connors, » dit Klein enjoué. « Quand est-ce qu'on peut se voir ? Je peux être disponible ce soir, vers 22h. 1 heure, pas plus. »« Fort bien. Vous connaissez le pont Hauer, je suppose ? » ?»« Oui. » »« Alors, sous le pont Hauer, côté est, vous reconnaîtrez notre voiture. 22h30, ça vous irait ? » ?»« Oui, ça ira. » »« Nous irons dans notre local, plus simple pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer. Et nous vous ramènerons jusqu'à chez vous, bien sûr. Vous serez de retour à temps. Monsieur Connors ? » ?»« Oui, je suis toujours là. Entendu. »« Ah, une dernière chose, monsieur Connors. Dites simplement à votre femme que vous avez un entretien d'embauche pour un constructeur. N'en dites pas plus. Si elle insiste, vous lui dites que tant que rien n'est fait, vous ne voulez pas créer de fausses espérances. Commencez à vous faire à l'idée que vous ne nous avez jamais vus. À ce soir, monsieur Connors. »« Oui, à ce soir. » Klein raccrocha. Darren le regardait les sourcils froncés, sa main presque entièrement dans sa bouche. « Pas un mot à maman, hein ? » ?»« Ouais, je vais te manger, toi. » Il prit son fils pour le couvrir de baisers, qui fit d'abord rire l'enfant, avant que la douleur des dents ne reprenne le dessus. « Quincy, lâche ça !»« Quincy !» Teddy dut se lever pour convaincre l'enfant de lâcher la jante rouillée et tranchante qui devait servir de poteau. Pour les cages de foot. Je vous ai répété 1000 fois de rien toucher. Si quelque chose vous gêne, vous me le dites, et c'est papa qui déplace les objets, d'accord ? Ah ! Teddy expira un râle prodigieux. Darren pleurait dans le creux de son cou maculé de morve, et Daphné venait de tacler violemment sa sœur Helena, qui se tenait le genou. C'est fou comme on peut se faire mal quand un ballon de foot est en jeu.
En cet instant précis, sa vie lui parut absurde. Il caressait secrètement l'espoir que tout allait changer. Les enfants s'étaient tellement dépensés en journée qu'ils dormaient déjà. Oh, Teddy avait découvert cette technique depuis fort longtemps. Donnez-leur des jeux à n'en plus finir, et vous aurez peut-être votre soirée pour vous. Assise au bord du lit, Elisa n'était pas convaincue du tout. Tu vas pas te saouler avec les Brown, là? Mais non, je t'ai dit que j'ai un entretien, c'est très sérieux. Un entretien à 22 heures passées, tu te fous de moi, là? Ah, Elisa, fais-moi confiance un peu. J'ai pas bu une bière depuis 4 jours, franchement. J'en ai pour 1 heure. Tu sais, là, j'ai plutôt besoin que mon homme soit avec moi tout de suite, là. J'ai fait tous les restos de la 2e avenue. Non, désolé, on recrute pas. Oh, on n'a pas besoin d'une serveuse. La crise nous permet pas d'agrandir l'équipe. Allez plutôt voir du côté de Chinatown. Donc ouais, j'ai plutôt envie de te serrer dans les bras, là. Sa voix commençait à faiblir à cause des larmes. Il releva son visage et la ramena contre lui. Il l'embrassa sur le haut du crâne et dit « C'est un constructeur réputé. Dave qui m'en a parlé. Il cherche 2 gars. La paie est bien meilleure et les horaires plus réglo. Ils ont même un syndicat, tu te rends compte? Je pouvais pas me libérer plus tôt pour parler au boss. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Parce que je veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai vraiment envie que ça aboutisse. On peut pas continuer comme ça. Je sais pas, moi. J'ai envie de t'emmener en voyage. D'envoyer les enfants à l'université. Pourquoi pas de prendre une aide à domicile? Allons-y franchement, quitte à rêver. J'ai juste envie de t'offrir une vie meilleure. Alors ouais, je vais pas m'avancer. Elle détourna les yeux et fit un début de moue. Elle avait beau être mère, elle était encore jeune et un peu immature. Comme lui d'ailleurs. Un amour de jeunesse que la pauvreté n'avait pas encore détruit. Vas-y, dit-elle. Tu vas être en retard. Il l'embrassa une dernière fois, envoya un clin d'œil qui la fit sourire, et sortit en fredonnant son air de musique. La voiture était bien là, sur le parking au bitume craquelé et percé de mauvaises herbes. Son capot était éclairé par un lampadaire, le reste restait dans la pénombre. Derrière se trouvait le pont. Un wagon venait de passer, ses roues grinçaient à l'horizon en direction de la ville et des lumières qui scintillent. Sur le rivage, l'eau croupie formait une écume mêlée de plastique. Teddy descendit le terrain en pente, dérapa un peu sur la terre sèche et s'avança sur le parking. Il vit Klein sortir des ténèbres pour le rejoindre. Le voilà à bord de la voiture. À l'avant, un chauffeur muet qui ne dit même pas bonjour. Seul Klein parla. « Comment va votre famille, au fait ?» Il n'attendit pas de réponse. « Je ne veux pas cacher ma joie, monsieur Connors. Et même si rien n'est encore fait, vous venez de faire un grand pas en avant. Et l'humanité avec. Oh oui. » Klein paraissait réellement ému. Sans son apparat, Teddy aurait eu une confiance aveugle en lui. Encore que sa condition difficile l'avait rendu un tant soit peu défiant envers les hommes. Parfois Connors se disait qu'il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même. Faire autant de gosses, aussi jeunes, c'était pas des choses à faire. Parfois il se disait l'inverse, que c'était pas sa faute, qu'on choisit pas son destin au final. Et cette idée était encore plus effrayante. Sans libre arbitre, que sommes-nous? Mais ce soir-là, il avait bien l'intention de faire un choix décisif. Klein était tellement excité qu'il n'attendit pas d'être arrivé pour donner quelques détails. Nous avons fait une découverte, tellement immense, monsieur Connors, que je cherche encore à la qualifier. Immense, c'est un adjectif bien trop faible. Teddy commença à s'impatienter. Il aimait les gens qui allaient droit au but. Aussi fixa-t-il Klein droit dans les yeux. Ce dernier comprit et reprit. Nous sommes désormais capables de repousser la mort. Klein eut un début de rire nerveux. Il avait pourtant tenu ce même discours aux autres, mais à chaque fois, c'était la même émotion, le même vertige. Monsieur Connors, il posa sa main sur l'avant-bras de Teddy. Nous sommes peut-être en mesure de vous rendre immortel. De quoi parlez-vous? Vous semblez insensé, je sais. Mais tout cela va prendre forme petit à petit. Moi-même, je n'y ai pas cru, mais je les ai vus rajeunir. D'abord les souris, puis les singes. La voiture s'engagea dans un tunnel souterrain. Il n'y avait pas grand monde. La route paraissait avoir été dégagée pour eux. Nous sommes sur le point de réaliser l'un des plus grands rêves de l'humanité. Et n'en déplaise aux mauvaises langues, imaginez pouvoir conserver la santé, la jeunesse et vos proches à vos côtés.
Pour l'éternité. Imaginez cela, monsieur Connors. Faites-moi descendre, vous êtes fou. Alors imaginez l'argent que vous êtes sur le point d'encaisser. Une occasion comme celle-ci, monsieur Connors, vous n'en aurez pas deux. Oh non, je vous l'assure. Moi-même, je suis d'une famille modeste. Mon père venait de la campagne. Un bout de terre si sec qu'il a dû venir en ville. Il n'y avait pas toujours du pain dans la soupe. Je pense que cela vous parle. Mais j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée à moi. Et me voilà. En apparence fou, monsieur Connors. Mais ce n'est que l'émotion des grandes découvertes. Et vous ne tarderez pas non plus à la ressentir. Laissez-moi vous montrer nos locaux, et si après votre visite vous n'êtes pas convaincu, je n'insisterai pas. Je vous dédommagerai du désagrément. Qu'en dites-vous? Teddy regarda les néons jaunes défiler par la vitre. Ça sentait le charlatanisme à plein nez. Et puis quand bien même aurait-il pu devenir immortel, l'aurait-il fait? Qui a envie d'être immortel, franchement? D'accord, finit-il par dire. Mais mieux vaut que vous soyez convaincant. La voiture prit une sortie sur la droite. Elle débouchait sur une grande artère, en périphérie de la ville. De part et d'autre, on apercevait déjà des entrepôts. Certains n'avaient pas même un nom ou un écriteau. Allez savoir ce qui se cachait derrière cette succession de hangars. Sur les quais, des containers à l'abandon. La voiture tourna à nouveau, puis freina un peu plus loin jusqu'à s'arrêter devant un portail. Deux hommes saluèrent depuis le poste de contrôle et sortirent. « Il faut qu'on sorte », dit Klein tout en montrant l'exemple. Teddy sortit à son tour. L'un des types portait un fusil. Il avait la main sur la détente. L'autre faisait le tour de la voiture avec un berger allemand, sans doute à la recherche d'un explosif. Ils inspectèrent le coffre et l'intérieur du véhicule. Après quoi, ils vérifièrent que ni le chauffeur, ni Klein, ni Connors portaient une arme sur eux. L'inspection parut durer une éternité, mais Klein s'en accommodait. Ça ferait son effet sur Teddy, ça enverrait une image de sérieux, somme toute. « Merci, monsieur Klein », dit le dresseur. « Vous pouvez y aller. » Le portail grillagé, neuf à l'évidence, s'ouvrit en coulissant sur un côté. Un gyrophare vert planté sur un piquet envoyait ses rayons dans la nuit. La voiture s'engagea dans l'enceinte et dut attendre que les bornes anti-bélier s'abaissent. D'autres hommes en armes attendaient un peu plus loin, près de l'entrée. Pas très grand leur local, pensa Teddy de prime abord. Ne vous fiez pas aux apparences. L'essentiel est enterré et invisible à l'œil nu, comme toutes les bonnes choses du reste. Il fit un clin d'œil à Teddy, sa façon de détendre l'atmosphère. Effet raté. Ils sortirent et continuèrent à pied. Le chauffeur alla se garer. Teddy vit passer une blatte grosse comme une date. Klein pressa le pas. « Bonjour, » dit-il en montrant son badge. Inutile puisqu'on le connaissait bien. « Je viens avec Teddy Connors. C'est prévu. » Une femme consulta son smartphone. « Teddy Connors, pour le PRR. »« Bienvenue, monsieur Connors. Allez-y. » Son collègue entra un digicode puis apposa son pouce. Le sas se déverrouilla et s'ouvrit tout à fait. Teddy remarqua qu'on avait installé des caméras dans un angle. Ils entrèrent, la porte se referma derrière eux. Ils s'avancèrent jusqu'au bout du couloir et durent attendre qu'on ouvre. Klein leva les sourcils et dit « Le protocole ». La porte s'ouvrit enfin. Derrière, une petite salle d'attente. Teddy fut d'abord attiré par le tableau. Un jeune homme portant sandales de cuir et toge blanche brandissait un bouclier et une épée pour faire face à la mort, tapi dans l'ombre d'une grotte. Teddy n'y connaissait rien, mais ça ressemblait à de la mythologie grecque. Klein l'invita à s'asseoir sur l'un des sofas en cuir beige, près de la fontaine d'eau. On avait disposé des magazines sous la table en verre. La lumière des lampes au mur était tamisée. Klein s'adressa à l'homme derrière le comptoir. « Dites à Albert McClintock que M. Connors est avec moi. » L'autre s'exécuta. « Je vous sers à boire, M. Connors ?» Mais Teddy refusa. Il sentait l'appréhension le gagner. Il n'avait pas envie d'être redevable, ne serait-ce que pour un verre d'eau. Il se demandait ce qui justifiait un tel déploiement de force, une telle sécurité. Un sérum d'immortalité. Une sueur froide perla au-dessus de son front. Il serait sans doute reparti si le dénommé McClintock n'était pas apparu dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Klein ?» dit-il en tendant sa main, une main robuste. « Et vous êtes Monsieur Connors, je présume ?» Teddy lui serra la main. Sa poigne était forte, pas moite et rassurante en un sens. Ça voulait dire que le type avait les pieds sur terre. C'était l'impression qu'il lui fit. Ça valait mieux qu'une main moite qui se dérobe en tout cas. « Allons dans mon bureau. »« Ah, j'oubliais. » McClintock se retourna pour faire face à Teddy. Il avait l'air amusé.
Quoi que Klein vous ait dit, ignorez-le tout à fait. Il a tendance à exagérer, comme tous les commerciaux d'ailleurs. Klein ne s'en offensa guère. Au contraire, il éprouva une certaine fierté à être commercial. Allez-y, installez-vous. McClintock referma la porte et contourna son bureau pour s'asseoir en face d'eux. Avant de poursuivre notre entretien, je vais vous demander de signer ceci. Teddy prit les feuillets qui se trouvaient en face de lui, reliés entre eux par une agrafe. Le regard en partie vide, il tourna les feuillets. « C'est pour garantir la confidentialité de notre échange », ajouta Klein. « Il en va du secret professionnel, vous comprenez ?» Teddy trouvait qu'il avait un sacré culot de parler de secret. Et ses données personnelles, à lui, vendues à prix d'or par un réseau social ou un site quelconque, on en parle ? En cet instant, il sentit combien le rapport de force était en sa défaveur. « Ouais, et puis merde, » se dit-il. Les $6 000 couvriront le dédommagement. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre de pages, monsieur Connors. C'est une charte de déclaration sur l'honneur, rien de plus. Teddy signa à la va-vite et dit « J'espère que vous n'avez pas inclus une clause abusive. Maintenant, vous allez pouvoir m'en dire plus. J'ai 6 gosses et pas beaucoup de temps devant moi. Je veux pas perdre mon temps, vous comprenez ?» Nous non plus, monsieur Connors. Le temps est notre actif le plus précieux en réalité. Nous devons faire mieux, et surtout plus vite que nos concurrents. Bien. Il remit ses lunettes sur le haut de son nez. Bon, excusez nos manières, monsieur Connors, tout ce secret. Les gardes à l'entrée, la voiture teintée. Tout ça a dû vous paraître étourdissant et de mauvais goût. Je peux vous servir un verre? De l'eau peut-être? Cette fois, Teddy accepta. Il avait la gorge sèche, un peu nouée. Merci. Je vous avoue que je ne sais toujours pas dans quoi consiste le job. Le job, comme vous dites. Tenez. Il lui tendit un grand verre en cristal plein d'eau. Le job donc consiste à essayer un sérum élaboré par mes équipes et moi sur des femmes et des hommes. Sérum dont la composition doit rester secrète, à cause de la concurrence, mais qui a pour but de rajeunir les cellules, et donc de freiner la vieillesse. Teddy but à grande lampée. « Et c'est dangereux, dit-il soudain. Monsieur Klein a parlé d'immortalité, de grandes découvertes. C'est pas très rassurant, vous comprenez ?»« Oh, je comprends qu'il ait dit cela. » McClintock jeta un regard complice à Klein, mêlé de reproches. Car après la 3e dose, il est vrai que le vieillissement se cristallise. Et donc, théoriquement, le sujet ne vieillit plus. Il y eut un silence. Teddy paraissait avoir du mal à saisir l'information, à la rendre concrète, à entrevoir l'entourloupe. Klein observait son prospect, et McClintock n'osa pas parler d'immortalité. Le mot était trop grand, du domaine de la science-fiction. Donc, si je comprends bien, vous allez m'injecter 3 doses de votre sérum et voir ce que ça donne. C'est cela, monsieur Connors. Vous seriez le cobaye numéro 3, avec Angela Thomas et Ron Povitz, qui vous ont précédé. Tous deux ont déjà signé un contrat. Et désolé d'utiliser ce terme, cobaye. Je vois Klein grimacer. Mais appelons un chat un chat. Et quels sont les risques? Bonne question, monsieur Connors. Les risques sont minimes, puisque nous avons testé la solution sur plus de 1000 souris et 300 primates, dont des chimpanzés. Et je risque de rajeunir, c'est ça? Pas dans un premier temps. Vos cellules resteraient en l'état. Ce n'est qu'à moyen terme que vous pourriez rajeunir. Mais rassurez-vous, pas au point de devenir un enfant. Vous garderiez votre constitution d'adulte. Et vous avez comment ça s'appelle un antidote? Au cas où ça fonctionne pas, je veux dire, c'est... Réversible? Oui, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, c'est là l'un des problèmes actuels. Nous n'avons pas encore le moyen de faire marche arrière. Une fois l'ADN modifié, il est impossible de vieillir. Mais nous travaillons sur la question jour et nuit, soyez-en sûrs. Vous n'avez qu'à voir l'état de mes cernes. Teddy Connors porta une main à sa bouche. Si je ne vieillis plus, ça veut dire que je vais voir mourir mes enfants. Il y eut un silence, gênant pour le coup. McClintock se leva pour aller se servir un jus de pomme. Vous êtes perspicace, monsieur Connors. Et en effet, c'est un risque non négligeable. Nous avons besoin de tester le sérum sur des cobayes humains, pour non seulement tester notre découverte, en saisir les mécanismes, mais aussi pour la défaire, sans quoi elle sera invendable sur le marché. Si les essais sont concluants, intervint Klein, soyez sûr que vos proches seront parmi les premiers à en bénéficier.
Et gratuitement en plus. Vous n'aurez pas à les voir mourir comme vous dites. Mais il faut d'abord tester le sérum. Faire un suivi assez long et consciencieux. Être sûr qu'il n'y a aucun effet secondaire et indésirable. Nous minimisons les risques, mais tôt ou tard, la science prend un risque. Teddy Connors se leva à son tour. Il avait des fourmis dans les jambes et dans les tempes. Parlez-moi des conditions, en imaginant que j'accepte. À quoi je serai tenu? Vous devrez venir tous les jours. Les 3 doses sont espacées entre elles de 3 mois. Le suivi se fera sur plusieurs années. Et vous ne pourrez rien dire à quiconque, pas même votre femme. Comme je vous l'ai dit, nous évoluons sur un secteur concurrentiel et dangereux. Une clause de confidentialité sera prévue au contrat. En cas de fuite, nous suspendrons les versements. Monsieur Klein m'a parlé de $6 000 net par mois. C'est bien de ça dont on parle. C'est tout à fait ça, monsieur Connors. $6 000 mensuels à vie. Ah, y a quelque chose qui va pas. Comment vous pouvez vous engager à payer $6 000 à un type qui pourrait vivre éternellement? Eh bien, nous nous engagerons à payer tant que l'entreprise perdure. Si elle périclite, le contrat cesse. Il y a donc un risque, un de plus. Mais je suis sûr que vous avez entendu parler de l'entreprise Noser. Teddy jeta un coup d'œil au logo placardé au mur. S'il y a une entreprise qui ne fera pas faillite, c'est sans doute Noser. Aucune entreprise ne vous offrira une telle garantie, monsieur Connors. L'argent ne sera plus un problème pour vous. J'aimerais quand même garder mon job au chantier, au cas où. Ce serait possible. Klein regarda McClintock avec de grands yeux. Oui, c'est possible. Et sans doute nécessaire pour ne pas éveiller les soupçons de votre femme. Mais tout ça sera vu en temps et en heure avec Klein. Vous élaborerez un scénario crédible et vous recevrez des instructions pour préserver le secret. L'idéal serait de faire les injections et le suivi très tôt le matin. Vous devrez vous lever aux aurores. Si vous permettez, maintenant, je vais vous faire visiter les locaux, monsieur Connors. Mon assistante, Nadia Roberts, vous en dira plus sur le sérum. Sans toutefois vous révéler sa composition, bien sûr. Mais elle saura vous expliquer comment il va se mélanger à votre ADN et comment il est supposé agir. Après quoi, monsieur Klein vous fournira les preuves de nos essais antérieurs et vous pourrez y réfléchir, tranquillement. Teddy acquiesça de la tête. Il se leva pour les suivre, prit une grande inspiration et expira longuement par le nez. Il balançait entre deux émotions contraires. Et d'un côté, il savait plus ou moins ce qu'il s'apprêtait à faire, et d'un autre, il se demandait s'il n'était pas sur le point de faire la plus grosse connerie de sa vie. Les murs des salles étaient pour la plupart faits de plexiglas. On pouvait voir des hommes et des femmes en blouse, des tubes à essai et des machines que Teddy Connors n'avait jamais vues. Pas même en photo. Parfois, il déconnectait complètement et n'écoutait plus McClintock. Il avait l'impression d'entrer dans un hangar de la NASA ou d'intégrer une base spatiale. Il reconnut pourtant l'un des appareils, un grand IRM. La personne que vous voyez là, c'est notre testeur numéro 2, Angela. Elle a déjà reçu sa 2e dose. Jusqu'ici, elle n'a présenté aucune réaction anormale, si ce n'est une légère tachycardie qui est en train de s'estomper. Teddy Connors s'en fut en partie rassuré, mais Nadia devait insister plus tard sur les réponses très disparates d'un individu à l'autre. Allait-il avoir des poussées d'acné gigantesques sur tout le corps? La sclérotique de ses yeux changerait-elle de couleur? Perdrait-il l'usage de ses jambes? En voyant Nadia disparaître dans l'antre de l'IRM, il s'imagina le pire. Tous les films de série B et de science-fiction qu'il avait pu voir, à moitié bien sûr puisqu'il s'endormait toujours au milieu, revenaient en lui en cet instant. C'est dire combien l'homme est une éponge à conneries, un immense réceptacle, malléable, pour le meilleur et pour le pire. Klein tendit le bras pour l'inviter à monter dans l'ascenseur, dont les parois étaient elles aussi transparentes. McClintock dut retenir les portes pour laisser entrer l'un de ses collègues. Un petit homme. Ses verres de lunettes étaient si épais qu'on distinguait à peine ses yeux. Edmond Hogg, notre astrobiologiste. McClintock n'en dit pas plus. Astrobiologiste, pensa Teddy. En quoi avait-il besoin d'un astrobiologiste? Malgré la fatigue, son imagination fonctionnait assez bien. Peut-être qu'un composant extraterrestre avait été intégré au sérum. Cela faisait pas mal d'années que les journaux parlaient des exoplanètes, ces mondes habitables. On avait envoyé des androïdes et des robots collecteurs depuis 3 décennies déjà. Certains étaient revenus, mais la plupart restaient introuvables. L'ascenseur descendit dans les niveaux inférieurs. Aussi loin que portait la vue, il y avait des salles.
Nous avons considérablement diversifié notre activité, dit Klein à Connors. Cela améliore la rentabilité du groupe. Certains projets sont plus faciles à mettre en place. Ça permet de financer le programme de rajeunissement radical. Nous y sommes, intervint McClintock, peu enclin à parler finances. C'est ici que tout va se passer. Teddy Connors sortit de l'ascenseur. Au bout du couloir, une porte ovale, et derrière, comme floutée, un lit incliné, non loin d'un bras articulé. Il y avait aussi un réfrigérateur, un bureau et une chaise. En s'approchant, Teddy fut attiré par le bouton jaune plaqué au mur et recouvert d'un boîtier en plastique. Sans doute une alarme en cas d'incendie ou d'incident. McClintock plaqua sa main sur un écran, puis retira ses lunettes pour le checking rétinien. Le sas s'ouvrit. Cette salle est aseptisée, Monsieur Connors, avant et après nos essais. Tout est presque prêt. Il manque juste un appareil en provenance d'Hambourg, mais peu importe. Le transporteur a eu du retard. À cause du blocus, vous en avez sans doute entendu parler. Comme vous pouvez le voir, tout est quasiment neuf. McClintock porta sa vue au loin. Son assistante, qui arrivait sans se presser. Pourtant, son sourire fit bonne impression à Connors. Très bonne même. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas regardé une femme comme ça. Il ne le savait pas, mais il était déjà sous le charme. Des choses qui arrivent. De là à ce qu'elle fit pencher la balance, qu'il signa à cause de ça, c'est beaucoup dire. Si vous travaillez avec nous, Monsieur Connors, c'est Nadia qui se chargera de vous piquer. Bonjour, Monsieur Connors. Enchanté de vous rencontrer. Teddy lui tendit la main maladroitement. Mon Dieu, qu'il se sentait bête. Elle commença à expliquer des choses, mais il n'écouta qu'à moitié. L'idée de revenir à la maison lui traversa l'esprit, et le fatigua davantage. Rien que de penser au gosse, c'était fatigant. 15 minutes plus tard, Klein le raccompagna hors du complexe, et demanda au chauffeur de le ramener chez lui. « Réfléchissez-y calmement », avait dit Klein. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Mais je suis sûr que vous prendrez la meilleure décision pour votre famille, Monsieur Connors. N'hésitez pas à m'appeler sur le portable. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil. D'autant qu'il allait devoir mentir à sa femme. Pour la première fois, depuis fort longtemps, tout avait été pensé et prévu en accord avec Klein. On avait même édité un faux contrat. Un constructeur de l'Ohio. 2 jours plus tard, après y avoir pensé sous la douche, en donnant le biberon, ou à même le siège du tractopelle, Teddy Connors rejoignit le PRR en qualité de 3e testeur. Nadia lui fit une lecture détaillée du contrat, ce qui prit environ 2 heures, et une avance de $3000 lui fut versée dans la demi-heure après la signature, sur un nouveau compte. Il était 6h30 du matin. La première injection fut réalisée dans la foulée, si bien qu'il sortit à 7h15 des locaux. Direction, le chantier. Plus qu'à attendre maintenant. Vous aurez sans doute de légères nausées, lui avait dit Nadia. Pensez à faire des pauses de temps à autre et à bien vous hydrater. Si ça devenait trop handicapant, appelez-nous. Une ambulance viendra vous chercher et vous ramènera au centre. Utilisez le portable que vous a fourni Klein. Teddy avait acquiescé timidement, puis il l'avait regardé toucher son bras et injecter le liquide transparent contenu dans la seringue. En journée, il travailla à peu près normalement. Il suait beaucoup du front, mais pas de nausée. Juste un peu le tournis sur les coups de 11 heures. Son ami, Lee Brown, l'invita à boire une bière en canette adossée sur le pick-up. Il refusa, prétexta une indigestion. « On dirait que les heures sup, ça te réussit pas ?»« Ouais, mais ça paie bien. T'en as touché 2 mots au gars ? Je lui ai dit que tu aimerais en être. Mais l'équipe est au complet. Si ça change, je te dirai. Et si t'as besoin d'un peu de thune, tu me dis. » Les Browns se figea, la canette à quelques millimètres de sa bouche. « Tu rigoles ? Non, je suis sérieux. Je vais pas te demander de l'argent à toi. T'as 6 mioches et ta femme travaille pas. Je t'ai dit, ce constructeur paie bien. Ah, c'est gentil, mais je me connais. Je vais te rembourser d'ici 1 an ou 2. Et entre-temps, je me sentirai mal, donc laisse tomber. » Teddy fouilla dans son portefeuille et en sortit 2 billets de $100. « Tiens, prends-les. » Lee Brown reposa sa bière sur le capot. Il prit les billets fébrilement, comme s'il s'agissait d'un vase en porcelaine ou d'une antiquité rare. « Tu te rappelles quand on s'était dit un jour que si l'un de nous gagnait à la loterie, il aiderait l'autre ? » « Ouais. Bah, j'ai toujours pas gagné le gros lot, mais j'ai de quoi régaler maintenant. » Teddy, je sais pas quoi dire. Ouais, t'as rien à dire. Dépense-les comme tu veux. T'as qu'à, je sais pas moi, t'as qu'à acheter une chemise et inviter Anna au resto.
Ça fait combien de temps que t'as pas pris du bon temps avec elle? Ah, merci, Teddy. Je te jure, je te revaudrai ça. Connors n'ajouta rien. Ils se serrèrent dans les bras. Il sentit les poils de ses bras s'hérisser, et les larmes de LeBron imbibaient son t-shirt sale au niveau de la nuque. Dans les jours qui suivirent la première injection, Connors ne fit rien qui sorte de l'ordinaire. Pourtant, sa femme percevait un changement en lui, comme une légèreté ou une sérénité, dans son sourire en coin, dans son air songeur et moins harassé. Il n'avait pas haussé le ton depuis des jours. Il se levait volontiers pour consoler Darren. Alors elle l'avait surpris au sortir de la douche. « Qu'est-ce que tu me caches? T'es tout heureux, soudain. Tu te souviens de l'entretien? » Tard le soir. « Oui? Eh bien? » Bah, le type m'a embauché. Oh, il paie plus qu'Herbert. Beaucoup plus. C'est combien, beaucoup plus? Parce que j'ai rien vu sur le compte pour l'instant. Ah, c'est parce qu'il nous paye en cash. Là, je sais ce que tu vas dire, que c'est pas réglo, mais si, ça l'est. Il travaille à l'ancienne, c'est tout. On reçoit la paye à la fin de la semaine, dans une enveloppe. T'as signé un contrat? Oui, j'ai signé un contrat. Je peux le voir? Tu peux pas me faire confiance un peu, là, et pour une fois? Écoute, j'ai mis au monde tes 6 enfants, donc je pense que je te fais confiance. Je vais voir le contrat, s'il est réglo, t'as pas à me le cacher. Teddy Connors alla d'un pas nonchalant vers la chambre tout en tenant sa serviette verte et rêche. Il ouvrit le tiroir de la table de chevet, sortit une pile de papier en désordre et lui tendit 6 feuilles maintenues par un trombone. Elle regarda le logo, Klein & Sons Construction, la signature de son mari en bas de page, à côté d'un certain Klein. Elle lut quelques paragraphes au hasard et se rendit à l'évidence. C'est combien la paie? 2000 net. Plus les primes si on rend les chantiers en avance. Elle le dévisagea, vit qu'il était tout à fait sérieux et posa une main sur le dossier du fauteuil. Un fauteuil couvert de taches, sauce tomate, lait de biberon et compagnie. 2000 dit-elle. Il hocha la tête de haut en bas. Si seulement elle savait, pensait-il. 6000, tous les mois, pendant toute une vie. Elle eut un rire nerveux, porta sa main à sa bouche et pleura à chaudes larmes. Il alla l'enlacer, et se mit à pleurer lui aussi. 3 mois plus tard, Teddy reçut la 2e dose. Un peu de tachycardie. Pas grand-chose. Il avait bien reçu l'argent, tous les 21 du mois. Il avait finalement demandé à faire moins d'heures au chantier. 5 heures de moins qu'il se réservait pour errer dans le parc. Il aurait aimé offrir ce temps libre à sa femme, mais c'eût été prendre le risque de tout révéler. Alors il posa des jours et organisa un week-end surprise. Dans un bled paumé, près du lac Michigan. Une ville nommée Downtown. Oh, McClintock trouvait que c'était prendre un risque inutile. Mais les prises de sang et les encéphalogrammes parlaient d'eux-mêmes. Des 3 sujets, Teddy Connors était celui qui répondait le mieux au sérum. « On peut toujours envoyer 3 ambulanciers de la maison », avait dit Klein, au cas où il faudrait intervenir, quoi. Ce sur quoi Teddy avait ajouté « Vous pouvez déduire les frais d'hébergement de vos gardes du corps sur ma paie. Mais ces quelques jours en famille, c'est tout pour moi. Sans quoi l'argent n'a aucun sens. » McClintock avait fini par accepter, tout en assumant les frais du dispositif. Teddy Connors serait donc suivi à distance par une équipe. Au moindre malaise, ils interviendraient. Madame Connors n'y verrait qu'une intervention rapide des services publics. Il eût fallu la voir, la tête d'Elisa quand elle vit la réservation. « On part 4 jours, lui dit Teddy. « On l'a bien mérité, non ?» Elle ne dit rien. L'émotion était trop forte et en même temps elle avait envie de la réfréner, de peur que le destin vienne toquer à la porte et dise « Mais non, c'est une blague. On est toujours aussi pauvres et démunis. Teddy n'a aucune paie extra. Les enfants n'iront jamais à l'université, vous ne passerez sans doute pas la 60aine. » Alors Teddy dut insister, presque la secouer un peu. « Tu me fais confiance cette fois? Ces vacances, c'est pour de vrai, tu sais. Toi, moi et les enfants. » Elle s'accrocha à lui, littéralement, et pleura contre son torse. Il posa une main sur sa tête et la caressa doucement. Ça faisait sans doute trop longtemps qu'elle jouait à la dure, qu'elle se blindait. « Les enfants !» dit Teddy. « Venez voir par ici, j'ai une surprise. » Ni une ni deux, on vit Daphné passer une tête dans l'embrasure de la porte, suivie de ses frères et sœurs. Le plus petit faisait la sieste dans son berceau, les joues rosies par l'inflammation. Teddy se mit à genoux. Il ramena Quincy et Elena contre lui. « Avec maman, on va faire un voyage. »« Et nous ?»« Non, vous allez rester ici. Hein, vous vous occuperez de Darren. » Le stress s'empara de Daphné. Les autres regardaient leur père sans trop comprendre. De la morve coulait du nez de la petite Maria. « Aïe, aïe, comme je vous aime.
Mais non, on y va tous ensemble, pardi. Comme une famille. Maman a beaucoup travaillé, alors elle a mérité de prendre du bon temps. On fera des jeux pendant qu'elle se reposera. Moi, je veux jouer avec maman. D'accord. Si maman veut jouer aussi, elle jouera. Mais elle va aussi se reposer. Hein? On va faire des grasses mat. Et, intervint John. est-ce qu'on pourra acheter des barbes à papa? Oui, pourquoi pas. Et on va même pouvoir faire du bateau. Parce qu'on va sur le lac Michigan. C'est où le lac Michigan? Dit Daphné. C'est en Floride? Oula, non, ma puce, non, c'est plus proche. Mais c'est encore mieux, tu verras. On fera aussi du vélo. Qui a envie de faire du vélo avec papa? Et ainsi de suite. Madame Connors regardait son mari et ses enfants avec un mélange de tendresse et d'hébétement. Les allées et venues à l'église avaient fini par payer. Je veux dire, les prières. Le père Hernandez ne manquerait pas de leur rappeler que les voies du Seigneur sont impénétrables, mais qu'il est tout de même miséricordieux. « Et on part quand ?» dit soudain Daphné au paroxysme de l'excitation. « Après-demain, » dit Teddy. « Alors vous pouvez commencer à faire vos bagages. » Daphné allait se ruer dans la chambre commune des enfants quand elle fut prise d'un doute. « Mais on n'a pas de valise, papa. » Il eut un moment d'hésitation, mêlé de gêne. « Eh bien, je vais vous en acheter, » dit Teddy. « On ira même ensemble, demain. Comme ça, vous choisirez le sac qui vous plaît, hein? Et moi, je peux prendre un sac Spider-Man? Oui, va pour le sac Spider-Man. Moi, j'aimerais bien une licorne. J'ai jamais eu de licorne, moi. Elena savait de quoi elle parlait. Ramener ses livres dans un vulgaire sac en toile, c'était pas la joie. Qui plus est quand vous devez le partager avec votre sœur. Et puis il y avait les stylos. Fallait toujours tout partager. Teddy Connors revint de ces quelques jours au bord du lac plein d'enthousiasme et de foi en l'avenir. Sa femme souriait comme avant. Elle avait même pu faire une nuit de 14 heures. Darren avait miraculeusement dormi d'un sommeil de plomb. Sans doute l'air du large et le silence pendant la nuit. On entendait tout juste les vagues s'échouer contre le rivage. Dans les semaines qui suivirent, les enfants n'avaient de cesse d'en parler, de ces balades au bord de l'eau, des châteaux de sable, ou encore de cette chute monumentale de Daphné, sans gravité toutefois. 2 mois après, Teddy Connors reçut la 3e et dernière injection, la plus critique. Il ressentit les premiers effets secondaires et n'y prêta d'abord pas attention. Sa femme, en revanche, ne manqua pas de lui faire remarquer. « Dis donc, chérie, t'as fait une teinture ou quoi ?»« Une teinture ? De quoi tu me parles ? Tes cheveux blancs. Il y a de ça quelques jours, t'en avais plein, et là t'en as presque plus. » Il alla voir dans la salle de bain et passa une main dans ses cheveux. Il n'en vit que quelques-uns, par-ci par-là. « Ouais, ça doit être le nouveau boulot. Avec l'argent qui rentre, j'ai moins de soucis dans la tête. » Elle ne trouva rien à redire, même si c'était improbable. Dans les jours qui suivirent, elle revint sur le sujet. « Non mais Teddy, franchement, tu fais quelque chose là, c'est pas possible. »« Comment ça? Mais non, je fais rien. De quoi? Non mais, viens ici. » Elle le mit devant le miroir. « Regarde-toi. »« Quoi? Je vois rien. Qu'est-ce qu'il y a? »« Tes pas de doigts et tes rides au front, tu les vois ou pas? »« Non. » »« Exactement. Parce qu'elles ont disparu. »« Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Tant mieux. Maintenant, regarde-moi. » Il l'observa à travers le miroir. « T'es toujours aussi belle? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête un peu. » Il l'embrassa. Elle se laissa faire, puis prit son visage entre ses mains. Oui, il avait l'air rajeuni. Après tout, il avait peut-être bonne mine, voilà tout. Elle alla finalement préparer de quoi dîner. Une tartelette badigeonnée de moutarde avec des tomates et des herbes. Et puis une salade verte, n'en déplaise aux gosses. Lui resta un instant dans la salle de bain. Nadia Roberts, du labo, lui avait dit de surveiller son pouls. Il posa une main au creux de son poignet. Rien. Il la porta sur sa poitrine. Rien non plus. Il attendit et finit par sentir une légère secousse. Le rythme cardiaque était si lent et si faible qu'il en eut la chair de poule. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» lui dit sa femme revenue chercher un élastique pour ses cheveux. Il sursauta, posa de nouveau sa main sur son cœur. Toujours pas de pouls. Malgré l'émotion, du moins un pouls trop faible pour le sentir, ne serait-ce que dans ses tempes. « Rien, je crois qu'on va devoir changer d'appartement. On commence à être à l'étroit, tu crois pas ?» Elle éclata de rire. C'était en partie nerveux. Ça faisait des années qu'il vivait à l'étroit, et elle n'envisageait toujours pas de payer plus cher, hors de question. « Je suis sérieux, Elisa. Je vais commencer à chercher plus grand. » Elisa cessa de rire cette fois, et lui commença bien à chercher mieux ailleurs. Entre 2 immeubles se trouvait une petite maison sur 2 étages.
Elle appartenait à une vieille dame, Odette Durpin, qui avait jusque-là refusé de s'en défaire. Mais la vieillesse l'empêchait désormais d'atteindre l'étage supérieur. La poussière s'accumulait sur les commodes et les cadres photos, faute d'entretien. Vint un moment où la plus jeune de ses filles lui dit telle quelle: « J'ai mis la maison en vente, maman. Tu vas venir habiter avec nous. » « C'est plus possible, on peut pas continuer comme avant. » La femme avait fait la moue, puis avait dit: « Je te préviens, t'as pas intérêt à la vendre à cette franchise. Ils la détruiront aussitôt l'acte de vente signé. Et pourquoi, hein? Pour refaire un immeuble immonde. »« Maman... » »« Non, non, non. Je n'ai plus l'usage de mes jambes et j'ai encore toute ma tête, Sylvie. Hein? Faudrait pas l'oublier. Si tu veux que je vienne vivre avec toi, il va falloir que tu la vendes à quelqu'un d'honnête. Une personne comme toi et moi, tu comprends? Quelqu'un qui prendra soin de la maison. » La fille leva les yeux au ciel et n'eut d'autre choix que de céder. Heureusement pour elle, un certain Teddy Connors répondit à l'annonce. Il vint même la visiter le lendemain de cet appel. Pas très bavard, Connors n'en fut pas moins séduit. « Je la prends », dit-il dans la cuisine salle à manger, et pour le prix annoncé. Inutile de négocier. Il y a pas mal de travaux à faire, mais c'est une très bonne maison. Des comme ça, il doit en rester une ou deux dans le quartier. Oui, c'est vrai. Ma mère serait du même avis. Teddy lui tendit la main. Eh bien, nous nous verrons chez le notaire, alors. Avec grand plaisir, monsieur Connors. Mais je crains que vous allez faire la connaissance de ma mère. Elle tient absolument à voir la tête de l'acheteur, selon ses mots. Mais elle a bien raison. Quelques semaines plus tard, la famille Connors emménagea. Le portail au gonds rouillé grinça un peu, puis s'ouvrit tout à fait. Elisa et ses 6 enfants s'avancèrent timidement dans l'allée bordée de fougères et de rosiers sauvages. « Papa » dit Maria, un lapin borgne entre ses mains. « C'est à qui la maison ?» Mais au lieu de sentir l'attendrissement qu'il avait toujours eu pour eux, il répondit avec une pointe de méchanceté. « Réfléchis un peu, Maria. Pourquoi je vous aurais fait venir si c'était pas à nous? Hein, Teddy » intervint Elisa. « Mais enfin, qu'est-ce qui te prend ?» Il n'ajouta rien, ne chercha ni à présenter des excuses ni à embrasser sa fille. Il alla d'un pas rapide vers la maison, gravit les marches du perron, mit la clé dans la serrure, la fit tomber, s'énerva et finit par ouvrir en grand. « N'écoute pas papa, » dit Elisa à Maria. « Il est très fatigué à cause de son nouveau travail. Et oui, c'est ta nouvelle maison. Elle est belle, hein ?» John et Quincy couraient vers leur père en poussant de grands cris. Ils faisaient la course pour choisir la meilleure chambre. Haut et fort inutile, puisque Daphné avait toujours le dernier mot. Elisa entra à son tour, Darren dans les bras. Sur la gauche, la cuisine salle à manger. En face, l'escalier en bois. Et à droite, le salon. Et un peu partout, des cartons laissés par les déménageurs. « Je vais faire des courses. »« Ok, tu peux prendre Darren avec toi ?»« Non, je préfère pas, je serai plus rapide si j'y vais seul. » Il l'esquiva pour rejoindre le jardin, sans l'embrasser ni même la regarder. « Teddy ! Teddy !» Mais il ne se retourna pas non plus, et elle le vit passer le portail. « Maman, pourquoi il est parti, papa ? » Il va faire des courses, ma chérie. Pendant ce temps-là, on va installer les affaires dans ta chambre, d'accord ? On va bien s'amuser. » Elisa n'y croyait pas elle-même. Ça n'était pas l'envie qui manquait pourtant. Une maison, une vraie. Combien de fois n'en avait-elle pas rêvé ? Mais cela faisait quelques jours que son mari était devenu antipathique. Il fallait même qu'elle l'oblige à embrasser les enfants avant de dormir. 1 heure plus tard, on sonna 3 fois à l'interphone. Surprise, Elisa écarta le rideau pour jeter un œil au dehors. Un jeune type portant une casquette rouge attendait des paquets montés les uns sur les autres sur un chariot. « Madame Connors ?» dit-il en voyant du mouvement à la fenêtre. « C'est la livraison de courses. Vous pouvez m'ouvrir ?» Elle fronça les sourcils et ne put s'empêcher de murmurer pour elle-même. « Quelle livraison? C'est quoi cette livraison ?»« Daphné ! Daphné ! Tu veux bien descendre ?» La jeune fille dévala les marches 2 par 2. « Surveille Darren un instant, je vais réceptionner les courses. » Elle sortit et remonta l'allée en peignoir et en chaussons. Les vieilles habitudes. « C'est votre mari. Il m'a dit que vous m'ouvrirez. J'ai juste besoin d'une signature. Ici. Ici. Parfait. Et ici. » Elle signa, puis regarda dans la rue, à la recherche de son mari. « Je mets tout ça dans la cuisine, Madame Connors ? » Oui, allez-y. Teddy Connors revint tard dans la nuit. Elisa l'entendit monter les marches d'un pas lourd. « Oh putain, n'a pas idée de faire des escaliers aussi longs. » Il parlait seul. De toute évidence, il était saoul. Couché sur le côté,
Elisa l'écouta buter contre la commode, et quand il ouvrit la chambre de Darren par erreur, elle se leva d'un bond, alluma la lampe de chevet et déboula dans le couloir. « T'étais où, bon sang? Tu vas réveiller le petit !»« Ah, tais-toi, femme. Ma tête va exploser. » Il passa devant elle sans la regarder, et s'étala dans le lit double, chaussures aux pieds. Elle resta dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, choquée, sans savoir quoi faire. « Tais-toi, femme !» qu'il avait dit. Elle descendit à la cuisine se servir de l'eau, et parvint à faire redescendre la colère. Elle dormit dans le sofa cette nuit-là. Le moins qu'on puisse dire de sa première nuit dans la nouvelle maison, c'est qu'elle fut mémorable. Elisa Connors se leva de bonne heure, prit une douche rapide et prépara le petit déjeuner. Des œufs, des toasts, jus de pomme, la totale. Elle avait même mis un fond de musique, Édith Piaf. La petite Helena fut la première à se mettre à table. Les cheveux en bataille, de la morphe sur son pyjama rose orné d'une licorne. « Bonjour, ma petite chérie, t'as bien dormi ?» Elle hocha la tête, les yeux plissés et l'air ensuqué, puis prit le jus que sa mère lui tendit. Son minuscule visage disparut presque, englouti par le verre trop large. Quincy, Maria et les autres suivirent. Elle les servit un à un, puis dit « Je vais chercher Darren, t'achètes pour en mettre partout, d'accord ?» Elle arriva dans le hall et vit son mari en haut des marches. Il fixait un poing dans le vide, Darren entre les bras. Le petit plongeait sa main dans sa bouche, même si ses dents lui faisaient moins mal. « Teddy ? Teddy ?» Connors tanguait légèrement sur ses jambes. On eût dit qu'il était sur le point de tomber, de s'évanouir peut-être. Elle monta les marches à la va-vite pour lui ôter l'enfant des bras. « Teddy, t'as trop bu hier !» Il détourna le regard. Ses yeux n'exprimaient rien. La pupille était si petite qu'il en perdait son humanité. La bouche entr'ouverte, Elisa le regarda descendre les marches. « Teddy, réponds-moi, tu me fais peur. » Il se retourna lentement, une main sur la rambarde, et lui sourit. Un sourire, artificiel, sans âme. « Mais non, Elisa, faut pas t'inquiéter. Je vais emmener les enfants au parc aujourd'hui. T'auras juste Darren à gérer. Ça te va ? Je suis pas sûr que tu sois en état. » « Si. Oh, j'ai déconné hier, je sais. Mais ce matin, ça va beaucoup mieux. Fais-moi confiance. Il faudrait bien qu'ils en parlent tôt ou tard. L'incident de la veille était inacceptable. Du moins pour elle. Et puis, il ne l'embrassait plus comme avant. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient plus débat régulier, certes, mais tout de même. Pas à ce point. Elle l'avait approché. Au creux du lit, elle avait baladé sa main entre ses jambes. Il l'avait repoussée sans rien dire. Elle le lui avait reproché, lui avait dit qu'elle avait besoin de tendresse. Lui avait simplement dit que c'était temporaire. Il en avait parlé à Klein et à Nadia. Cette dernière lui avait dit que c'était une réaction normale, que la 3e dose pouvait faire disparaître la libido un temps. Ça s'était vu chez Ron Povitz et Angela Thomas, qu'il n'avait jamais rencontré du reste, à cause de la clause prévue au contrat. Ses camarades cobayes, d'ailleurs, s'appelaient-ils vraiment ainsi? Dans un accès de lucidité, Connors avait insisté. « Docteur, je crois que je perds un peu la boule. C'est surtout depuis la 3e dose. J'ai comme des absences. Je peux rester le regard vide pendant de longues minutes. Je ressens un vide. Un grand vide en moi. Ma femme commence à s'inquiéter. Elle dit que je suis devenu laxiste avec les enfants. Et que ça fait des jours que je ne l'embrasse plus. Je m'en rends même pas compte. Le fait de pas m'en rendre compte, c'est ça qui m'effraie le plus. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Connors, » avait répondu McClintock. « Nous vous suivons au quotidien. Les prises de sang et les IRM ne révèlent rien d'anormal. Au contraire, vos cellules se régénèrent et votre activité cérébrale est plus intense, plus énergique. Les tests de logique en particulier l'ont bien montré. Quant aux psychiatres, oui, ils disent que vous êtes un peu volage. Vous êtes sans doute en train de vivre une crise. Ça arrive à tous les hommes. Croyez-moi, monsieur Connors, mes 40 ans de mariage n'ont pas été de tout repos. Je suis moi-même allé chercher ailleurs ce que je ne trouvais plus à la maison. Bref, si vous êtes un peu volage, ce n'est pas à cause du sérum, j'en suis sûr. C'est une question d'âme, de désir, de psyché. Connors repensait à cette conversation en cet instant. Il venait d'attacher Quincy à l'arrière, tandis qu'Elisa attendait près de la porte du garage. Darren dans les bras, inquiète. Teddy referma la portière et la vit. « Oh, par la grâce du Seigneur, je t'en prie, ne me regarde pas comme ça. »« Comment tu veux que je te regarde, Teddy, hein? Dis-moi. »« Regarde-moi comme tu veux, mais pas comme si j'étais sur le point de foncer à 100 à l'heure dans un mur. »
Je suis pas rassuré. T'es pas rassurant. Je me demande où est mon mari. Depuis que t'as ce nouveau job, t'es plus le même. T'embrasses plus les enfants, tu m'embrasses plus. T'as des moments d'absence. Va falloir que tu consultes. Écoute, on en a déjà parlé. J'ai vu un médecin. Il dit que c'est du surmenage, rien de plus. Tu mens. Il s'installa au volant, démarra et ne lui adressa pas même un regard. À l'arrière, personne ne parlait. Même Maria, la plus jeune, sentait bien que papa perdait la boule. Et que maman était pas beaucoup mieux. Faut que je dise quelque chose, pensa Teddy au feu rouge. Un truc sympa du genre qui veut aller au parc avec papa. Mais il ne dit rien. Il conduisait machinalement, comme une pièce mécanique qui serait le simple prolongement du volant et des pédales. « Pourquoi maman elle est triste, papa ?» dit soudain John. Pas de réponse. Juste un bref coup d'œil dans le rétroviseur central. Il y eut un silence, puis Daphné répondit à son petit frère. « Parce que papa il aime plus maman. » Teddy ne rétorqua rien. Il ne la regarda même pas. À vrai dire, il ne ressentait rien. Ou pas grand-chose. Le monde le laissait indifférent. Il se gara sur une place handicapée, puis sortit du coffre les ballons, les patins à roulettes et un pennyboard. Daphné lui adressa un regard sévère, avant de prendre les devants, suivi par ses frères et sœurs. Teddy Connors ferma à clé, puis les suivit à distance, dans l'allée goudronnée qui fendait la pelouse en deux. Des massifs de tulipes avaient été plantés en haut de la butte. En contrebas, on voyait un lac, sur lequel pataugeaient de grands cygnes et quelques canards. Quincy et Helena se disputèrent pour savoir qui des deux descendrait la pente en skate. Helena repoussa son frère, qui se mit à pleurer, qui chercha du réconfort chez son père, qui n'en trouva point, et qui se remit sur pied pour courir derrière sa sœur en pleurnichant. Teddy venait de s'arrêter, les mains dans les poches. « J'ai bien envie d'une bière, » dit-il pour lui-même. Il s'éloigna, comme si ses filles et ses fils étaient d'un autre. « Papa !» cria Daphné qui tentait de consoler Quincy. « Papa, où tu vas ?» Mais Teddy était déjà haut sur la butte. Il passa sur l'autre flanc. « Papa ! Papa !» se mit à pleurnicher Helena, prise d'angoisse. Naturellement, John cessa de lasser ses patins. « Donnez-vous la main !» dit Daphné d'un ton presque autoritaire. « Et suivez-moi. » Il eût fallu les voir. Laissez-les jouer en plan et remonter la pente. Un vieil homme assis sur un banc abaissa son journal et les regarda d'abord amusé, puis inquiet, car aucun adulte ne semblait répondre pour eux. Pour autant, il n'intervint pas, et Daphné était déjà au passage piéton. « On attend que le bonhomme soit vert. »« Il est vert !» dit John. « Non, tu me donnes la main. C'est moi qui commande quand papa et maman sont pas là. » Une Jeep noire freina un peu brusquement. Le conducteur se pencha sur son volant pour les voir passer devant son capot. Au bout du passage piéton, un bar irlandais. De part et d'autre, d'autres pubs, et quelques terrasses inoccupées. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» dit Quincy. « Bah maintenant, on cherche papa. On va voir dans ce bar. » En grande sœur, Daphné alla d'un pas décidé vers la porte du pub irlandais. Mais plus elle s'approcha, et plus la poignée prit de la hauteur. Sur la pointe des pieds, les doigts tendus, elle essaya de l'ouvrir. La porte s'ouvrit de l'intérieur, brusquement, et elle fut projetée contre le mur de pierre. « Oh, je suis désolé, petite. Tu vas bien ?» Daphné se tenait le bras, les larmes aux yeux. Pourtant, elle refusait de pleurer, à cause de ses frères et sœurs qui l'observaient. Fallait maintenir la posture. « Oh, je suis tellement désolé. Mais où sont tes parents ?» L'homme regarda en terrasse, mais il ne vit que 4 enfants en bas âge serrés les uns contre les autres. « Vous pouvez m'ouvrir la porte ?» dit Daphné, « pour voir si papa est à l'intérieur. » L'homme aux cheveux longs fronça les sourcils et déglutit. Il ouvrit, et Daphné s'engouffra à l'intérieur, suivi des 4 autres, trop apeurés à l'idée de perdre leur sœur de vue. « Faut que j'arrête de boire, » dit-il à demi amusé. Il allait repartir, puis se ravisa et entra. « Bonjour, » dit gentiment le barman à Daphné. « On peut t'aider, jeune fille ?»« Je cherche mon père. » En entendant une voix familière, Teddy Connors, au bout du comptoir, détourna ses yeux du poste de télé. Il avait commandé une Guinness déjà bien entamée. Daphné le vit. Elle alla jusqu'à lui et lui serra la jambe. Helena et Maria, qui se tenaient la main, suivirent. Vint le tour de Quincy et John, qui s'approchèrent par mimétisme, mais plus timidement. Connors ne lâcha pas sa bière des mains. Il les regardait du haut de son tabouret. Il y eut un malaise. Le barman avait cessé d'essuyer son verre. Le jeune type aux cheveux longs et à la veste en cuir était planté dans l'entrée. «
Quelques habitués, attablés, étaient dans l'attente d'un dénouement. « C'est vos gosses ?» dit soudain le barman. « Combien je vous dois ?»« $7. Tenez, gardez la monnaie. » Connors réajusta un peu son col et sortit. Ses enfants suivirent comme des canetons, laissant la salle dans un mélange d'embarras et de colère contenue. Le barman sortit de derrière son comptoir et les regarda s'éloigner depuis le trottoir. Il en avait vu dans sa vie de barman. Mais ça c'était choquant. Réellement choquant. Daphné ne manqua pas de tout raconter à sa mère. Elisa sermonna Teddy longuement, mais face à son mutisme et son stoïcisme cruel, elle fondit en larmes et appela sa sœur. Maigre consolation, puisque son mari se fila mal quelques jours après cet incident. Klein reçut un coup de fil à 6h04 du matin. Il crut qu'il s'agissait de son réveil, tâtonna au hasard sur la table de chevet et se saisit du portable. Oui, allô ? Klein, ici McClintock. On a un problème. De type gros problème. Teddy Connors n'est pas venu ce matin. On pense qu'il s'est fait la malle. Oh putain. Une idée d'où il a pu aller ? Madame Shaw est en train d'enquêter. Mais j'aimerais que vous soyez là quand elle le retrouvera. Il vous connaît. Vous étiez son premier contact. Je pense que ce sera plus efficace. Oui, bien entendu. J'y vais de ce pas. Ils raccrochèrent. Klein enfila une veste en cuir, un t-shirt blanc et un jean. Tant pis pour le costume habituel. Le côté informel pourrait même aider. Au cours de leur dernier échange, Connors avait dit quelque chose de surprenant, mais les équipes et lui n'y avaient accordé pas trop d'importance sur le moment. Connors avait dit « Si je fais tout ça, c'est pour l'argent ». Klein le savait, mais Teddy Connors voulait dire « pour l'argent », stricto sensu, uniquement pour l'argent, pas pour sa famille, avec laquelle la cohabitation était devenue quasi impossible, à tel point que sa femme, Elisa Connors, envisageait désormais le divorce dans un coin de sa tête. Oh, ils le retrouvèrent. Quelque part au bord du lac Michigan, seul, les pieds nus dans le sable humide, la chemise déboutonnée. « Connors !» cria Klein au loin, suivi de près par Shaw. « Connors, c'est Klein !» Teddy se retourna. Sa vue s'était floutée, subitement. Ça n'alarmait pas McClintock outre mesure, mais il fallait surveiller ça de près. Et si le sérum affectait la vue, même superficiellement, il faudrait tout recommencer et reporter tout projet de commercialisation. L'actionnariat se mettrait à gueuler. « Bon sang, Connors !» lui dit Klein arrivé à son niveau. « Qu'est-ce que vous faites ici, tout seul, franchement ?» Klein commença à le sermonner, à lui parler de sa vie de famille, de ses 6 enfants, dont un bébé qui faisait ses dents. « Je suis venu là pour... me souvenir. » L'interrompit soudain Teddy Connors. « C'est ici que j'ai emmené Elisa et les enfants. »« Je comprends, Teddy, mais vous ne pouvez pas sauter un test comme ça, pas à ce niveau-là du traitement. La 3e dose est la plus délicate, vous le savez. Les souvenirs sont comme des images mortes, continua Connors, indifférent aux reproches de Klein. Des images sans couleur, ni saveur. Comme si elles étaient dans un autre monde, d'une autre époque que je n'aurais pas connue. Vous voyez ce lac ? Je crois qu'un homme pourrait s'y noyer en cet instant que je ne lui porterais pas secours. Comme si je n'étais pas vraiment là. Comme un spectateur qui regarderait un écran de cinéma. Mais même un spectateur éprouve au moins quelque chose. Fut-il impuissant devant l'homme qui se noie. À ce moment-là, Klein prit Connors au sérieux. Il jeta un regard complice à Shaw. Elle pencha légèrement la tête sur le côté, histoire de dire que ça n'allait pas très net chez Connors. « Bon, » dit Klein, « on va retourner au labo, d'accord ? Ça peut être une réaction de défense ou quelque chose comme ça. Seul McClintock pourra le dire. Mais pour ça, il va falloir revenir au bercail, vous comprenez ? Monsieur Connors ? Monsieur Connors ? » Connors rétracta ses lèvres et observa la barre d'or qui se formait à l'horizon. Il était à ce stade conscient de son état, malgré ses moments d'absence. Mais le sérum faisait déjà son effet. Un effet que même McClintock n'avait pas envisagé et pour lequel il n'avait aucun remède, du moins dans l'immédiat. Cet effet, difficile à qualifier, pourrait s'apparenter à une perte progressive de l'empathie. En un mot comme en 100, Teddy Connors était en train de perdre une partie essentielle de son humanité. Dans les locaux du PRR, McClintock ne laissa rien transparaître de son stress. Pourtant, de grosses gouttes de sueur se formaient sur le haut de son crâne. Il étirait son col de chemise, déjà déboutonné, pour faire passer un peu l'air. « Montrez-lui la scène suivante », dit-il derrière une vitre teintée. Nadia Roberts envoya le prochain film sur l'écran. Teddy Connors resta stoïque.
assis nonchalamment sur sa chaise, des capteurs un peu partout sur le crâne. À l'écran, un homme était en train de se noyer et d'appeler au secours. Klein avait suggéré l'expérience, et McClintock avait trouvé ça bon. Alors, pas de réaction. Même ses pupilles conservent leur taille, et son rythme cardiaque est stable. Arrêtez, j'en ai assez vu. McClintock appuya sur le bouton rouge et parla dans le haut-parleur installé devant lui. Monsieur Connors, c'est terminé. J'aimerais vous dire 2 mots dans mon bureau avant que vous partiez. Nadia Roberts alla retirer le casque sur la tête de Teddy. Teddy posa sur elle un regard indifférent. Elle se sentit presque blessée. Elle qui avait pourtant bien vu comment il la regardait, jadis. Il sortit de la pièce. McClintock l'attendait un peu plus loin dans le couloir. Le sujet numéro 3 s'avança, puis s'arrêta net devant un tableau accroché au mur. On y voyait des chevaux en train de galoper sur la plage. « C'est ma fille qui a peint ça. Elle adore les chevaux. » Teddy Connors ne manifesta rien. Il ne feignit même pas d'être intéressé. Une personne normale, même écœurée par ce genre de croûte, se serait au moins donné la peine de féliciter l'artiste. La réaction de Connors ne fit que confirmer les inquiétudes de McClintock et de son staff. « Entrez. » Teddy s'assit et attendit. « Je ne vais pas y aller par 4 chemins, monsieur Connors. Votre attitude me laisse perplexe et m'inquiète, à vrai dire. Êtes-vous seulement conscient que votre réaction aux projections n'ont rien de normal ?»« Je sais, » dit soudain Teddy. « Je crois que pas savoir, ça me fait rien non plus. J'ai beau essayer, je ressens rien. » Comment va votre femme? Et vos enfants? Vous passez du temps avec eux? Ma femme pleure souvent. Elle me reproche mon absentéisme. Parfois je vais à l'hôtel, quand ses reproches se font trop insistants. Monsieur Connors, écoutez, vous devez prendre soin d'elle. D'accord? C'est votre devoir de mari. Et c'est accessoirement l'une de vos obligations contractuelles. Moi, je sais. Klein me l'a redit encore ce matin. Sans quoi l'argent ne sera plus versé. Excusez-moi, mais vous comprenez que votre femme pourrait se douter de quelque chose? Elle a même peut-être fait le parallèle entre votre nouvel emploi et votre changement d'attitude drastique. Et dans le pire des cas, elle a déjà embauché un détective privé, allez savoir. Ce sont des choses courantes, monsieur Connors. Ça aussi, on me l'a déjà dit. Et tout en disant cela, Connors se rendit compte qu'il n'en était pas indisposé. On avait beau pleurer devant lui, ou lui rappeler 1000 fois les mêmes choses, tout ça lui était égal. On aurait pu l'insulter, ou mettre un couteau sous la gorge de sa femme qu'il n'aurait pas bronché. Ce que je ne m'explique pas, monsieur Connors, c'est pourquoi vous êtes encore intéressé par votre contrat, et par la manne financière que ça représente. Vous qui dites ne plus rien ressentir, ni désir, ni besoin. Seriez-vous en train de jouer un jeu? Teddy ne prêta pas attention à la question, pourtant décisive. Il porta son regard sur la bibliothèque ornée de gros livres. Monsieur Connors, votre femme et vos enfants ont besoin de cet argent. Mais ils ont encore plus besoin d'un mari et d'un père à la maison. Je vais vous demander de jouer la comédie. Forcez-vous. Le temps que cet effet secondaire passe. Monsieur Connors, vous m'écoutez? Mais Teddy s'était remis sur pied. Il s'éloigna. Nadia apparut dans l'embrasure de la porte. « Je fais intervenir les vigiles ?» « Non. Laissez-le rentrer chez lui. Nadia, faites-le suivre. Je vais être informé de la situation. » « Bien, monsieur McClintock. » Il resta un long moment devant le portail vert et écaillé. Au bout de l'allée, sa maison à la façade blanche. Il vit passer sa femme à l'étage. Elle disparut dans l'embrasure de la fenêtre, puis réapparut, et elle le vit. Elle le regarda d'arène dans les bras. « Jouer la comédie », avait dit McClintock. Il poussa le portail et ne prit pas la peine de le refermer. Son pantalon beige portait des taches de gras çà et là, des cheveux en bataille et une barbe hirsute parsemée de quelques miettes de pain. Voilà le portrait de Teddy Connors. Même la nourriture était devenue insipide, sans saveur. Lui qui avait toujours aimé manger, même pauvre, il avait toujours eu des manières de bon vivant. Il ne manquait pas d'inviter à une bière s'il le pouvait. Il gravit les quelques marches du perron et ouvrit la porte d'entrée en grand. Daphné cessa de brosser sa poupée, se leva et s'approcha. Il la regarda de ses yeux vitreux et inexpressifs. Elle s'arrêta à mi-chemin, puis courut se cramponner à la jambe de son père. Elisa descendait les premières marches de l'escalier. Elle vit Quincy, Helena et John se joindre à Daphné. Seule Maria restait en retrait,
Mais Teddy Connors ne bougea pas. Il dévisageait sa femme à la recherche d'une émotion, quelle qu'elle soit. Désir, amour, tendresse, colère, empathie. Rien. Que le bruit parasite du néant. Elisa parvint à maintenir le regard. Une larme coula de son œil gauche et vint mourir dans les cheveux clairsemés de Darren. Elle eut un spasme léger, réfréna un sanglot et dit « J'ai demandé le divorce, Teddy. » Il reçut l'information, mais elle resta en suspens, dans le néant. Alors, lentement, il secoua sa jambe pour se défaire de Daphné. La fillette eut un peu mal, elle s'écarta. Helena se mit à pleurer, suivie des autres. Et lui, il fit volte-face pour s'éloigner dans l'allée. Soudain, Elisa posa Darren à terre. Elle s'élança dans l'allée en poussant des cris de désespoir. Elle le frappa à l'épaule, mais ses coups étaient faibles. À quoi bon quand l'amour est mort? Des passants s'arrêtèrent dans la rue. Ils cherchèrent la provenance des cris, virent la scène à travers les barreaux et restèrent impuissants. Elisa s'accrochait désormais au t-shirt sale de Teddy. Elle le freina un peu dans son élan, puis il ôta son t-shirt pour se libérer tout à fait. Elle resta là, le t-shirt entre les bras, à terre, les yeux larmoyants et le visage déformé par la tristesse. Ses sanglots et ses gémissements devinrent intolérables, sauf pour Teddy, qui traversa la route sans prêter attention aux voitures. Les badauds le regardèrent s'éloigner, puis l'un d'eux passa le portail pour secourir Elisa. Une autre femme tenta de la consoler. Sur les marches du perron, Daphné portait Darren dans ses bras, et ses frères et sœurs se serraient autour d'elle. Teddy Connors refusa de voir ses enfants. Tout au plus envoya-t-il une pension alimentaire à Elisa tous les mois, comme le prévoyait le contrat avec nos heures. Sa femme finit par retrouver un emploi, grâce à Klein, bien qu'elle ne le sût jamais. Un hôtel au nord de la ville. Elle était à la réception, ça payait pas mal. Elle ne se remit jamais vraiment du départ de Teddy, bien que le travail ait aidé à ne pas penser à lui tout le jour. 4 ans plus tard, elle finit par se remarier, avec un homme délicat, sans charme particulier, mais capable d'éprouver des sentiments. Daphné ne l'aimait pas beaucoup, mais bon, il faisait l'affaire. Ce n'est que bien des années plus tard qu'Elisa se rendit compte qu'elle ne se remettrait probablement jamais de cette rupture. Son amour de jeunesse était parti. L'homme de sa vie avait disparu. Et un jour, elle tomba gravement malade. Ça commença par un souffle au cœur, puis vint un moment où le cœur ne bomba plus assez. Elle mourut sur son lit d'hôpital, après 3 mois de soins, un arrêt cardiaque, ou peut-être le chagrin. Daphné, majeure désormais, envoya une carte à son père, domicilié au 12 Ressington Street, aux dernières nouvelles. Elle ne reçut aucune réponse, et il ne se présenta jamais à l'enterrement. C'est le père Hernandez qui s'en chargea, non sans quelques difficultés. L'émotion l'avait gagné au milieu de son discours, et son assistant avait dû prendre le relais. L'effet secondaire de Teddy Connors, la perte totale d'empathie, avait été tout sauf passager. Le PRR prit une toute autre direction. Il fallait désormais prévenir cette dérive. Bien des années passèrent, et le 19 mai 2029, à 8h39 du matin, Teddy Connors reçut un coup de fil tandis qu'il donnait à manger aux pigeons. Non pas qu'il les aimât, mais parce qu'il avait vu un vieux faire ça. Sa vie n'était qu'une immense succession de mimétismes. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, il n'envisageait à aucun moment d'abréger sa vie stérile et dépourvue d'émotions. Il pouvait encore ressentir la soif et la faim, mais il se contentait de manger ou boire sans plaisir. « Allô ?»« Monsieur Connors, Klein à l'appareil. » Il y eut un moment d'hésitation. « Comment allez-vous ?»« Je ne peux pas répondre à cette question. »« Oui, bien sûr. Il y a du nouveau au labo. Nous aimerions vous faire venir cet après-midi. Ça ne peut pas attendre demain. » Nouveau silence. « Monsieur Connors, vous m'entendez ?»« Oui. »« Accepteriez-vous de venir ? J'envoie une voiture si vous voulez. »« J'irai à pied. À quelle heure ? » ?»« Le plus tôt possible sera le mieux. »« Bien. » Teddy raccrocha avant que Klein pût répondre. Il jeta le reste de la baguette au sol et se mit en marche. McClintock avait pris sa retraite depuis un bout de temps déjà. C'était Nadia Roberts qui avait pris la relève. Le sérum avait été amélioré, mais pas suffisamment. Tous les essais engendraient systématiquement une perte notable d'empathie, avec les conséquences que ça comportait.
Divorce, famille brisée, suicide dans certains cas. Elle reçut Connors dans le même bureau, hésita sur la façon d'annoncer ça, puis dit de but en blanc. On a peut-être un antidote. La salle est prête. J'ai juste besoin de votre signature. Elle désigna la feuille posée devant lui. Fallait se décharger. La mort du cobaye était envisagée. Le risque était même assez élevé. Il se pencha, ne prit pas la peine de lire et signa. Pour lui, ce n'était qu'un peu d'encre sur du papier. Et la mort était un concept trop abstrait. Quant à la peur, il ne l'avait plus ressentie depuis fort longtemps. On l'allongea sur le lit incliné. Nadia Roberts fit elle-même l'injection, non sans quelques regrets, elle qui avait eu vent de son histoire et qui portait en elle le poids de la culpabilité. L'antidote était administré en une seule et unique dose. Il s'endormit dans l'heure, profondément. Sans l'électrocardiogramme, on aurait cru qu'il était mort. En un sens, c'était vrai. Son moi mourait à nouveau, remplacé par l'ancien, le moi originel. Vous savez, celui qui s'esquintait la santé sur les chantiers, qui gagnait tout juste de quoi nourrir ses 6 gosses, mais qui aimait sa famille de tout son cœur. L'empathie, dont on croyait qu'elle n'était qu'une compétence de l'âme, avait un siège dans le cerveau physique, une petite case profondément ancrée en nous et complètement inhibée par le sérum. Une sorte de réceptacle bouclé à double tour dans lequel l'empathie n'aurait pu entrer. Teddy Connors ne se réveilla que 3 jours plus tard. Des rides réapparurent sur son front et quelques taches brunes firent peu à peu leur apparition sur sa peau distendue. Le vieillissement, suspendu des années durant, reprenait son cours. Et à quelle vitesse? Monsieur Connors? Une voix lui parvint par écho. Monsieur Connors, c'est Nadia Roberts qui vous parle. Vous m'entendez? Elle envoya un léger rayon de lumière dans son œil ouvert. La pupille réagit normalement. Mais son regard restait vide, comme absorbé par quelque chose par-delà le plafond blanc du sous-sol. Il fronça progressivement les sourcils, au ralenti, et on lut une expression de désarroi sur son visage. Sa bouche s'entr'ouvrit lentement, malgré lui. L'électrocardiogramme indiquait une fréquence cardiaque plus élevée. Un rythme cardiaque qu'il n'avait plus ressenti depuis longtemps. Sa poitrine fut secouée par un spasme, puis une émotion noua sa gorge et il expira avec force. « Monsieur Connors ?» Il l'entendit, mais il ne se tourna pas vers elle, tout absorbé et horrifié qu'il était par les images qui défilaient en lui. Les souvenirs se bousculaient aux portes de sa mémoire, entrés par groupes de 2 ou 3. Daphné sur son premier vélo, fière de pédaler sans les petits trous. Maria et ses questions à n'en plus finir. Pourquoi est-ce que le ciel est bleu? Pourquoi est-ce qu'on meurt? Pourquoi est-ce qu'il est méchant? Les grands pourquoi. John, à qui il fallait tout répéter 2 fois, surtout quand il s'agissait de ne pas toucher les objets de la pelouse communautaire. Darren et sa poigne potelée, ses cris en pleine nuit. Elena, qui parlait souvent seule et qui aimait bien faire bande à part, surtout pour coiffer sa poupée borgne et cul-de-jatte, Quincy, dont la joue devenait rouge écarlate chaque fois qu'il goûtait un bout de pizza ou un plat qui lui plaisait un peu trop. Et puis sa femme Elisa, toujours nerveuse, toujours fatiguée, mais toujours là, à nettoyer, changer les couches, laver le linge, faire à manger, courir après un emploi qu'elle ne trouverait pas, ou bien des années plus tard, à lui sourire pourtant, à l'aimer quoi qu'il en coûte, ou presque. Teddy le voyait dans la pupille dilatée de sa femme en cet instant, il voyait cette façon qu'elle avait de le regarder. Et 1000 autres choses encore, tout à fait banales et pourtant si puissantes et émouvantes en cet instant. Des choses en apparence sans valeur, parties en fumée. Oh, il crut qu'il allait s'évanouir. Mais Nadia et son assistant l'aidèrent à se mettre sur son séant. Il expira un râle. Ce n'était pas une douleur physique due au vieillissement brusque qui ankylosait ses membres. Non, c'était une pique violente dans la poitrine. Il libéra sa main gauche et la porta à son cœur. Il fut pris de tremblement. Nadia jeta un bref coup d'œil à l'électrocardiogramme, puis à son assistant. Elle croyait qu'il faisait une allergie ou une mauvaise réaction, mais elle croisa son regard et comprit soudain. Il y avait du désespoir dans ce regard. « Elisa ?» commença-t-il à balbutier. « Elisa ?» Il voulut se mettre sur ses jambes, mais ses jambes étaient flasques et prêtes à céder. « Doucement, monsieur Connors », dit Nadia tout en le soutenant par le bras. « Ça va aller, ça va aller. » Il sentait que ses quadriceps et ses mollets ne pouvaient plus supporter son poids. C'est tout juste s'il sentait la plante de ses pieds sur le sol blanc et frais. Il bascula légèrement sur le côté, et l'assistant dut intervenir pour qu'il ne tombe pas. Pourtant, il le repoussa d'une main assez ferme et posa enfin un regard pleinement conscient sur la salle et ses machines.
comme un homme venu du futur, ou d'un passé lointain. Envoyé une époque qui n'était pas la sienne. Mais il savait très bien ce qu'il faisait là. Combien de fois n'était-il pas venu faire un suivi? Des scanners et des prises de sang. Tous les jours, pendant des années. C'est pas le genre de choses qu'on oublie. Ma femme, dit-il à Nadia. Où est ma femme? Nadia adressa un furtif coup d'œil à son assistant, n'y trouva aucun réconfort, puis soutint le regard halluciné de Teddy Connors. Votre femme est décédée. Il y a longtemps, monsieur Connors. Vous aviez divorcé. Il la regarda, incrédule. Puis elle vit son visage se déformer sous l'effet de la tristesse. Il secoua la tête, comme pour dire non. Puis des larmes l'envahirent. Elle ramena sa tête contre lui. Il aurait voulu disparaître, mais il ne put que se réfugier dans sa blouse, étouffer quelques sanglots, avant de pousser un cri de désespoir suivi d'une profonde tristesse. Tout était de sa faute. Il le savait désormais, trop fragile pour vivre seul ou refaire sa vie. On le garda en observation. Par 2 fois, il tenta de se pendre. La première fois, ce fut dans la salle de gym. On lui avait recommandé une séance par jour pour amortir l'effet du vieillissement accéléré et reprendre une routine de vie. Il avait pris un câble électrique qu'il avait enroulé autour de l'une des poutres apparentes. Un employé était intervenu à temps, rejoint par un autre. Au vu de la marque qu'il garda au cou une semaine durant, il avait presque réussi son coup. La deuxième fois, ce fut avec une ceinture et une poignée de porte, mais on lui avait retiré la ceinture avant qu'il n'ait pu mettre son plan à l'œuvre. Ça faisait maintenant des semaines qu'il n'y avait eu aucun incident. Je vous accompagnerai, monsieur Connors. Selon la psychiatre, cette visite est absolument nécessaire. Pour demander pardon, et pour vous pardonner vous-même dans un deuxième temps. Il releva la tête et la dévisagea. Parfois, il avait envie de l'étrangler. Mais c'était la colère et le désarroi qui s'emparaient de lui. Toujours suivi par la honte. Elle avait raison. Fallait rendre visite à Elisa. Fallait aller au cimetière. Dimanche serait un bon jour. Ce sera l'anniversaire de son décès. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Mais bien, c'est une date importante, monsieur Connors. Ça peut vous aider à faire le pas. Vous lui devez bien ça. La phrase était partie comme un coup de revolver. Il la regardait avec de grands yeux. Il avait envie de lui demander de répéter pour voir. « Je serai là, vous ne serez pas seul. » Il se leva, nerveux. Les pilules aidaient tout juste à le détendre. Elles avaient au moins le mérite de lui ôter tout élan suicidaire. « Nous irons acheter un bouquet de fleurs, qu'en dites-vous? » « Pourquoi est-ce que vous êtes si gentil avec moi? »« Ah oui, je sais. C'est parce qu'il faut encore me garder en vie. Le temps de voir les effets de l'antidote à long terme. Ça vous a pas suffi de briser ma vie une première fois. » Il posa les mains sur le bureau. Près de la porte, un vigile prêt à intervenir. Mais elle tendit sa main pour lui dire de garder ses distances. « Monsieur Connors, nous avons eu cette discussion tous les jours pendant des semaines. Vous avez signé un contrat de votre plein gré. Vous avez accepté les risques. » Il faisait maintenant face au tableau qu'il avait vu jadis dans l'entrée. Le héros grec qui fait face à la mort. Vous croyez qu'elle me pardonnera? Nadia Roberts trouva la question saugrenue. Elle s'adossa contre le dossier de son siège. « Je ne sais pas si elle nous regarde de là où elle est, monsieur Connors. Mais vous faites ça avant tout pour vous. Et vous avez encore des enfants par-delà ces murs. » Il se retourna pour lui faire face. « Vous avez encore quelques années devant vous. Il serait bon de reprendre contact avec eux. » Teddy eut un rire nerveux. « Le contact? Vous croyez qu'ils vont m'accueillir comment, hein? Les bras ouverts? Tandis que des saucisses grilleront sur un barbecue et que mes petits-enfants joueront dans la piscine? » Elle soutint son regard. En cet instant, sans le vigile derrière lui, se serait peut-être jeté sur elle. « Vous n'avez rien à perdre, » dit-elle sèchement. « Vos enfants ont sans doute besoin d'un père, même s'ils vous gardent rancœur. J'ai moi-même cru pouvoir me passer de mon père, monsieur Connors. Mais j'ai appris une chose avec l'âge. Quel que soit votre père, c'est le vôtre. Et mieux vaut avoir une discussion, même houleuse, avant que la mort vous sépare pour de bon. » Teddy regardait au sol. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que tout n'était pas perdu. « Dimanche, vous dites? » ?»« Dimanche, oui. Je connais un tailleur. Nous pouvons y aller demain. » Il se savait au pied du mur maintenant. Il déglutit et jeta un dernier coup d'œil au tableau. Ça y est, c'était le grand jour. Le ciel était laiteux, le soleil timide, tout comme lui, en complet noir, qui s'avançait d'un pas hésitant sur la colline verdoyante, gorgée d'asticots. Nadia Roberts s'attendit près de la voiture aux vitres teintées. Il voulut se retourner vers elle, recueillir son approbation une dernière fois. Mais il poursuivit l'ascension et parvint sur une pelouse à peu près plane. Au loin,
Il y avait un bois avec de grands chênes et quelques sapins sombres. Il chercha une sorte de réconfort en eux, et serra fort le bouquet de roses rouges entre ses mains. Soudain il s'arrêta. La stèle était là, à 2 ou 3 mètres. Eliza Connors, mère et épouse, avec sa date de naissance et sa date de décès. Il retira sa casquette. Son crâne soutenait encore quelques cheveux blancs. Sa calvitie avait pris un tournant dramatique ces dernières 48 heures. Il fit un pas de plus, presque sur la pointe des pieds. D'un coup, sans qu'il pût voir venir, une émotion prodigieuse partit de sa poitrine pour gagner sa gorge et son visage jusqu'ici contracté. Il s'arrêta dans son élan, baissa la tête, comme si elle se trouvait en face de lui. Comme honteux. Pourtant il tint sur ses 2 pieds, rétracta ses lèvres pour contenir le tout, puis expira un sanglot. C'était plus fort que lui. Mon Dieu, qu'avait-il fait? Il porta une main à sa bouche et essuya un peu la morve qui coulait le long de sa barbe. Puis ce fut pire. La stèle devint floue à cause des larmes. Il tremblotait. Des petits spasmes le secouaient. Nadia le regardait au loin, elle-même secouée par quelques larmes et de la pitié. Alors il essuya ses larmes d'un revers de manche brusque. Presque avec rage, sans doute par orgueil. Il souffla fort par la bouche pour se donner du courage, et dit d'une voix déraillante et rauque, « J'ai fait ça pour toi. Et les enfants, je te jure. Je te jure. Je te jure. » La tristesse le coupa court. Il détourna le regard au loin et attendit que ça cesse. Les larmes coulaient le long de la veste imperméable pour mourir au sol. Certaines larmes atteignaient la chemise et restaient là. Il avait envie de lui dire encore bien des choses. La clause de confidentialité qui l'empêcha de parler, la perte d'empathie qui l'éloigna de leur vie. Il pensa s'abstenir, laisser le bouquet et repartir. Pourtant il bomba le torse et dit tout haut, « Je t'ai toujours aimé, même si j'ai oublié. Même si à cause de moi, tu es là. Même si je t'ai brisé le cœur. Mais je suis là à nouveau. » Il s'avança pour poser le bouquet froissé sur la stèle bien entretenue et revint à sa place. Il n'entendit pas tout de suite le bruit des roues sur le bitume mouillé par la rosée. 5 voitures venaient de se garer les unes derrière les autres. Une femme sortit de la première et vint détacher son enfant du siège auto. Les autres firent de même et allèrent saluer Nadia Roberts qui leur avait rendu visite 2 jours plus tôt. Ils restèrent là, à le regarder. Certains éprouvaient encore de la rancœur, et même une forme de haine. Mais le contrat avait pris fin, et Nadia Roberts avait tout révélé. Alors c'était plutôt la confusion qui prenait le dessus. Leur père avait été un vrai salopard, mais il l'avait fait pour eux, pour les sortir de la misère. Teddy Connors fronça les sourcils. Il sentit une présence derrière lui et se retourna, lentement. Ils étaient là, près des voitures. Personne ne parlait. Il remit ses lunettes de vue et reconnut Daphné. Même adulte, même après tant d'années, elle n'avait pas changé. Elle avait une fille et un fils qui attendaient serrés contre elle, sans trop comprendre. « C'est qui le monsieur, maman ?» dit la fille. Daphné passa une main tendre dans ses cheveux sans toutefois répondre. Son mari prit alors sa fille dans ses bras pour lui expliquer à l'écart. Teddy Connors reconnut Quincy et John, tous 2 fort bien bâtis. Ils portaient les cheveux gominés, une veste en cuir et un t-shirt blanc. On les disait inséparables. Maria tenait le bras de sa sœur, Elena. Et Darren, mon Dieu Darren, qu'est-ce qu'il avait grandi. Il y avait aussi des inconnus, les petits copains et petites amies, les petits-enfants aussi pour certains. Teddy Connors se tourna vers la stèle et dit « Je vais m'occuper de mes fils, de nos fils, et de mes petits-enfants quelque temps. Après ça, j'irai te voir, et je resterai près de toi, pour toujours. Cette fois, tu peux me croire. Cette fois, je vais pas merder. » Il déposa un baiser dans sa main et posa sa paume contre la pierre froide. Il descendit d'abord confiant, puis de plus en plus faible. Il s'arrêta, posa un regard au sol et une main sur son cœur, le dos courbé, l'autre main appuyée sur son genou. Quincy allait à sa rencontre. Son fils le releva doucement et l'aida à rejoindre les autres. Une grande émotion les gagna, et un minuscule rayon de soleil perça entre 2 nuages.